Alors, je vais me mettre en galerie pour qu'on se voie tous les deux, au moins le temps des présentations. Donc, bonjour, moi je suis Laurent Hayet. Je m'occupe en tant que consultant indépendant de résilience et adaptation. Je suis le président d'Adrastia. Je suis impliqué sur les questions pudiquement nommées de transition, impudiquement nommées d'effondrement. On appellera ça comme on veut, en tout cas de transformation rapide du monde à cause d'une grande accélération. Je reçois aujourd'hui, en toute humilité, Hélène Grosbois, qui est une citoyenne informée, qui pourrait être adhérente d'Adrastia, qui pourrait être n'importe qui en fait qu'on croise dans la rue, et par contre qui a des avis assez pertinents, qui fait des interventions sur LinkedIn dont nous avons commencé à discuter, puis on s'est dit que peut-être ça serait intéressant de partager le fond de nos discussions. Je vais me mettre en petite vignette, parce que la star d'aujourd'hui, c'est pas moi. Voilà, donc Bonjour Hélène, Laurent. bonjour. Merci de m'accueillir. Pas de problème. Est-ce que tu pourrais te présenter succinctement, mais assez en détail pour qu'on comprenne ton parcours depuis, je dirais, l'adolescence, où on prend un peu connaissance du monde, où on fait le tri un peu avec tout ce qu'on a reçu dans notre éducation, et jusqu'à aujourd'hui, où je pense que tu n'as pas encore fini, comme tout le monde, faire le tri dans tout ce que tu recevais et nous expliquer ton parcours de vie jusqu'à présent. Très bien. Alors écoute, mon parcours, je suis fille de médecin et de prof, donc des métiers anciens, des métiers de transmission et du vivant. Donc moi, quelque part, je pense que ce n'est pas un hasard si j'en suis là aujourd'hui. J'ai grandi en banlieue parisienne, un peu au milieu du béton quand même. Et puis, je ne savais pas quoi faire. En fait, j'ai voulu faire toutes sortes de métiers possibles et imaginables. Et puis, une fois arrivé au moment de prendre une direction, c'est-à-dire en seconde en France, quand on est en lycée général, comme j'avais un papa qui excellait dans les matières scientifiques et une maman extrêmement brillante sur les matières littéraires, je me suis dit, moi, je vais faire ES, comme ça, je n'aurai pas de pression, je vais faire de l'économie, ce que j'ai fait. Et puis, après, j'ai fait une école de commerce complètement bullshit, comme énormément de gens, malheureusement, aujourd'hui, qui ne savent pas vraiment quoi faire. Et quand on n'a pas trop d'idées, on nous dirige mécaniquement, en fait, vers cette voie-là. Je me suis mortellement ennuyée en école de commerce. Et puis, la seule chose qui m'a un petit peu parlé, c'était la finance, parce qu'il y avait un aspect systémique et transversal, et ça me plaisait bien. Je suis donc partie dans la finance, où j'ai occupé divers postes, et puis un petit peu en France, un petit peu à l'étranger. Très important parce que je suis partie en Asie pendant 18 mois et ça a totalement changé ma vision du monde. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'en Occident, on était lobotomisés exactement comme nous, on pense que les Chinois sont lobotomisés. Et puis, à la fin, je travaillais dans ce qu'on appelle un secrétariat général pour la direction des activités de marché. Donc, je faisais de la vraie stratégie. Et c'était hyper intéressant parce que la finance, ce n'est pas l'horreur qui est véhiculée partout. Ce n'est pas du tout aussi binaire comme d'habitude. Il y a des gens très bien. Et les banques françaises, je pense, sont parmi les banques les plus... on va dire, calme, entre guillemets. Quand je dis ça, c'est une finance de grand-père, un peu par rapport aux pays néolibéraux, ultralibéraux, bref, à beaucoup d'autres pays dans le monde. Voilà, donc ça m'a permis de vraiment comprendre le système dans lequel on vit, puisqu'on vit dans un système aujourd'hui qui est capitalistique. Et puis bon, peu de gens finalement comprennent vraiment ce qu'est l'argent, comment il est créé, comment il disparaît, etc. Et donc ça, c'était vraiment intéressant et utile. Puis bon, j'ai appris à travailler parce que j'étais principalement avec des polytechniciens, donc c'est organisation militaire, on est efficace, on travaille, donc ça, c'était très bien. Et puis au bout d'un moment, en fait, j'avais fait le tour et je ne trouvais pas de poste aussi intéressant que celui que j'avais déjà. Et parallèlement, j'étais intéressée par l'environnement parce que, étant quelqu'un qui aime bien les visions systémiques, l'environnement, c'est un peu l'autre face de la pièce et j'ai toujours été intéressée par ce sujet, suivi ce sujet. Déjà, quand j'étais petite, le fait qu'on parle de la couche d'ozone à la radio m'inquiétait très fortement. Donc, j'ai toujours un peu suivi ce sujet. Et puis, en fait, quand il y a eu les quotas carbone en 2008, moi, j'ai cru, parce que je suivais tout ça de très loin,
je m'étais dit, c'est bon, enfin, on s'occupe du sujet, ça y est, voilà, tout ça va rentrer dans l'ordre, comme la couche d'ozone. Et puis, bon, au fil de l'eau, j'ai compris que tout ça, c'était une grosse fumisterie. Un peu comme la couche d'ozone qui finalement continue à avoir un trou parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres gaz qui provoquaient des trous dans la couche d'ozone. Bref, voilà. Et que les gaz remplaçants pour sauver la couche d'ozone sont des gaz à effet de serre extrêmement puissants. Voilà, en fait, on a résolu un problème comme d'habitude par un autre problème. Voilà, puis on nous avait dit, le premier résolu, en fait, il est résolu en 2070, avec ce qu'on vient de décider maintenant. Donc, c'est un peu des effets d'annonce quand même. Il faut avoir les reins solides pour dire des choses pareilles. Mais bon, évidemment, le résultat, c'est que le trou n'est pas du tout rebouché. Et qui, d'ailleurs, il n'a jamais été aussi grand, je crois, qu'en 2020. Mais bref, tout ça pour dire qu'au bout d'un moment, je me suis dit, bon, je vais quitter mon entreprise parce que j'en ai fait le tour et que je pense que ça pourrait être utile que j'aille dans l'environnement parce que j'ai un profil complètement différent, finalement, des gens qui travaillent dans l'environnement. Et là, il faut qu'on se bouge, il faut qu'on fasse quelque chose parce que ça ne va pas. Du coup, j'ai commencé à chercher par moi-même, à me documenter sur ce secteur, à savoir où aller travailler, etc. On est en quelle année là? Quelques startups. On est en quelle année? Là, on est en 2017, je quitte la Société Générale et je suis rentrée au WWF en 2018, mais j'ai travaillé dans quelques startups vertes parce qu'à l'époque, j'y croyais. Je croyais bien que la finance verte pouvait potentiellement changer le monde. J'en suis totalement revenue, bien sûr. Et puis, une chose en amenant une autre, je suis allée à la COP23. Ce qui est quand même une chance parce qu'il y a très peu de passes, il y a 10 000 personnes qui y vont pour toute la Terre, donc ça fait finalement pas grand monde. Et là-bas, là-bas j'ai parlé avec des glaciologues qui m'ont dit qu'on allait littéralement exploser les 2 degrés, que le système, l'inertie était telle que de toute façon c'était plié. J'ai pris quand même pas mal de grosses claques. Et en même temps, j'ai compris que en fait, on n'avait pas de solution. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'étais encore vachement sur ce sujet climat, là, comme et tout le monde, climat, où on ne fait pas les liens, énergie fossile, climat. Mais au fond de moi, déjà, je sentais que c'était un peu léger, cette explication des énergies fossiles. Enfin, je veux dire, ça fait 150 ans. Comment aussi rapidement on a pu déclencher l'apocalypse et qu'est-ce qu'on fait de tous les autres problèmes? Donc, tout ça, ça se mettait pas, c'était pas harmonieux, quoi. Il y avait plein de choses qui collaient pas, qui étaient dissonantes, ça n'allait pas. Donc, j'ai commencé à me dire, mais en fait, il n'y a pas de solution. Le problème est beaucoup plus vaste que ce qu'on nous explique. Donc, dis donc, ça ne va pas aller bien fort. Et puis, en fait, à ce moment-là, on ne parlait pas du tout d'effondrement aussi. Il faut quand même le dire, ça. C'est que maintenant, tout le monde en parle, etc. Et moi, j'étais dans le flou. Je me disais, Hélène, il y a un truc que tu n'as pas bien compris parce que j'avais compris l'effondrement et je me disais, mais c'est tellement énorme, on en parlerait. Enfin, Hélène, il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Et donc, je suis restée pendant un certain temps dans un flottement où je me levais le matin, je me disais, mais c'est sûr, on va droit dans le mur. 10 minutes après, je disais, bah non, mais c'est pas sûr, comment tu peux penser ça? Enfin, voilà, c'était très instable dans ma tête pendant un certain temps. C'était assez terrible. Bon, et puis après, il y a eu d'un seul coup ce Facebook Live d'Édouard Philippe et Nicolas Hulot, où là, ils en parlent ouvertement tous les deux. Moi, je regarde ce truc, je suis depuis des mois dans un flottement terrible. Et je me dis, mais c'est ça, donc c'est ça, c'est comme ça que ça s'appelle, bon sang de bois. Et là, j'ai commencé à chercher. Et je me suis dit, bah mince, alors, t'as bien compris. Voilà. Donc, ça ne va pas aller très fort, même si moi, je ne pense pas qu'il y aura un effondrement tel que c'est décrit, par exemple, dans le livre de Pablo Servigne, Demain, tout peut s'effondrer. Je pense que malheureusement, ça va être bien plus long et douloureux que ça. Mais voilà, il y a quand même l'idée de descente, l'idée d'une civilisation qui arrive au bout, tout ça, voilà, a commencé à prendre forme. Mais tout ça pour dire que oui, ça, c'était pendant que j'étais au WWF et ensuite à Bruxelles. Parce que j'étais lobbyiste dans une ONG qui défend la société civile. Il faut savoir qu'il y a énormément de lobbyistes qui ne travaillent pas du tout pour l'industrie. C'est même une minorité et une minorité des lobbyistes sont des affreux. Et c'est un peu toujours les mêmes qu'on retrouve, nos amis outre-Atlantique ou bien des gens ultra libéraux des pays ultra libéraux, quoi.
Mais voilà, et qui s'appelait Finance Watch, où je devais développer la finance verte, etc. Et moi-même, à ce moment-là, je n'y croyais plus du tout, en fait. Donc voilà, c'était un peu douloureux. Et puis, il y a beaucoup de climato-scepticisme à Bruxelles, il faut le dire quand même. Alors, quand on est la Pologne, je peux comprendre, c'est le déni qui se met en place, classique pour une question de survie, parce qu'on a 80% de charbon et que c'est inaudible. Après, quand on est la Hollande, quand on est d'autres pays, dont des pays comme la Hollande, qui va faire partie des pays les plus directement impactés. Bon, en fait, ce qui prime, c'est l'industrie. Ils disent plus ouvertement qu'ils sont climato-sceptiques parce qu'aujourd'hui, on passe vraiment pour un boomer réfractaire quand on dit ça. Mais enfin, on sent bien que ça les touche pas plus que ça, quoi. Voilà, donc c'était assez horrible. Le niveau des politiques à Bruxelles n'est pas terrible. C'est là que je me suis rendu compte que quand même en France, on avait de la chance, que finalement notre système éducatif, il est pas mal, il fait pas mal son boulot, que l'esprit critique, eh bien, ça porte ses fruits. Tout ça, on a quand même, finalement, un pays qui n'est pas si mal gouverné, même si beaucoup de Français pensent le contraire. Voilà, moi je vous dis, on est plutôt bien gouverné. Et on a un État qui est puissant et qui peut gouverner. Donc ça aussi, c'est important parce que quand on est un pays ultralibéral, en fait, c'est ingouvernable. Il n'y a pas d'institutions pour travailler sur les sujets. Nous, on a des institutions pour tout. C'est incroyable. Et elles sont même plusieurs, généralement. C'est la folie. Donc, forcément, on a beaucoup d'avance sur plein de sujets. Et voilà, par exemple, sur tous les sujets d'aménagement du territoire, des inondations, tout ça, en fait, on ne se rend pas compte, mais on est hyper en avance par rapport au reste de l'Europe, quoi. Il y a tellement d'instances qui gouvernent, que ce soit le préfet, que ce soit les élus, au niveau départemental, régional, national, enfin bref, il y a toujours quelqu'un qui vient regarder, vérifier ce que fait l'autre, quoi. Ça, c'est pas mal. Et donc, il y avait un colloque des croissances. Je me suis dit, bon, je vais attendre le colloque des croissances qui a été fait par la Commission européenne. On va voir si vaguement il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Et puis bon, évidemment, c'était pas du tout de la décroissance, quoi, hein. C'était, on va changer tous les frigos d'Europe par des nouveaux frigos notés A qui consomment beaucoup moins. Ce sera super. Donc, la croissance verte à plein tube. Et là, je me suis dit, bon, non, mais là, tu perds complètement ton temps, ça sert à rien de rester ici. Tu ne seras pas du tout utile dans ce ramassis de gens qui sont hyper loin d'être capables de penser différemment. Mais d'ailleurs, à ce moment-là, le mot degrowth n'existait pas encore en anglais. C'est un mot qui a été créé très récemment, en fait. Ce qui en dit très long, en fait, sur la mentalité, quoi. Voilà. Et puis, donc, du coup, là, je me suis dit, mince, je ne peux pas aider dans la banque parce que les banques ne peuvent pas décroître, que la finance verte, c'est la croissance verte. Je ne peux pas aider dans les ONG parce que c'est le bazar, qu'il n'y a pas d'objectif, que ça manque de compétences, que c'est aussi hyper responsabilisant pour les citoyens. Et puis à Bruxelles, je ne peux rien faire. Finalement, la France est hyper en avance sur tous les sujets, tire tout le monde. Et moi, tirer 27 boulets, ce n'est pas mon truc, quoi. Enfin, voilà. Donc, je me suis dit, il faut que je rentre. Et puis, il va falloir que je me reconnecte à la nature. Parce que finalement, faire de l'environnement, je sentais bien quand j'étais en meeting que ce n'était pas ça. Que là, je n'étais pas en train de changer le monde, de restaurer le vivant, de tout ça, quoi, de réduire mon empreinte carbone. Que finalement, je vivais comme tous les bobos de France et de Navarre en ville et qu'il y avait une dissonance cognitive hyper puissante qui commençait à vraiment me gêner, quoi. Ça allait plus. Moi, il fallait que j'avais besoin de vérité, de profondeur, de me reconnecter au vivant, d'être en accord avec mes valeurs, de connaître le sujet dont j'avais envie de parler, enfin voilà, d'un truc transcendantal et transversal en fait. Donc je me suis dit, il faut partir à la campagne. Et puis c'est tout l'ensemble, c'est et être en bonne santé, et réduire mon impact carbone, et mon côté survivaliste, parce que quand même, on sent que ça va mal aller, et aussi pour inspirer les gens, et voilà, me reconnecter, et ensuite pouvoir être légitime quand je m'exprime. Voilà, c'est un peu tout ça. Et en même temps, j'ai compris que l'agriculture avait un rôle stratégique, en fait. Donc, tout s'est aligné à ce moment-là. Je me suis dit, bon, là, il faut partir vite. Il faut que je me trouve une maison, etc. Donc, moi, j'ai vite démissionné de Bruxelles. J'ai vite revendu mon appart à Paris et puis j'ai cherché un endroit sympathique où m'installer en France. D'accord. Donc, aujourd'hui, tu fais quoi, concrètement ? Alors aujourd'hui, je fais une formation agricole, donc je fais une reconversion professionnelle, un brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole.
Voilà, au lycée agricole, pas loin de chez moi. C'est rafraîchissant, on va dire ça comme ça. Et puis, en même temps, je crée du contenu sur LinkedIn. Je suis aussi rapporteur de l'Assemblée citoyenne de la Nièvre parce que dans mon département, ils ont copié l'Assemblée citoyenne de Macron. Bon, après, c'est un peu de l'affichage, malheureusement, mais voilà, on a fait quand même quelque chose qui était pas mal. Voilà. Et puis, je bataille beaucoup pour essayer d'expliquer aux gens que l'environnement, c'est avant tout l'agriculture, quoi, parce qu'on est peu finalement à parler de ça. L'espace est totalement mobilisé par l'industrie, quoi, donc la décarbonation et les déchets, quoi. Bon, Et, on va parler de tout ça. Je voulais te montrer un truc. Tu disais que ça fait pas longtemps qu'on en parle. Alors, avec Vincent Miro, on a fondé Adrasca, c'était en 2014. Pablo Servigne a sorti Comment tout peut s'effondrer en 2015, mais on n'a aucun mérite parce qu'en 2011, il y avait l'Institut Momentum qui était fondé en France, qui parlait de décroissance pour l'objectif d'éviter de ce dont tu parles. Et puis le rapport de Club de Rome, c'est 1972. Donc René Dumont, en 1974, avait clairement dit l'écologie ou la mort. Bon, on est à peu près dans les prévisions de tout ce que les scientifiques avaient un peu tracé comme modèle, malheureusement. malheureusement. La prise de conscience, c'est par le réel. Je voulais te montrer quelque chose, parce que on a interviewé Paul Cherfurka, qui était un blogueur canadien, et on a traduit pas mal de choses de lui, dont, alors depuis, il est plus blogueur sur le sujet, il est parti dans un chemin très personnel et très spirituel, bouddhiste, etc. Bon, pour essayer de vivre malgré tout. Par contre, je vais te montrer ça parce que, alors, je vais te partager un slide. Si j'arrive à le faire sans perdre trop de temps. Tac, t'es où, t'es là. Je vais partager l'écran et voilà. Et donc lui, il avait, je dis ça pour toi et tu me diras à la fin où tu en es toi. Il a appelé ça l'échelle de la conscience. Donc ça date de 2012, tout ça. Okay. Et puis ceux qui nous regarderont éventuellement pourront aussi faire l'exercice. Alors lui, il voyait plusieurs niveaux. Le premier niveau, ça s'appelle en sommeil profond. Il n'y a pas de problème, pas de sujet. Il y a seuls des fous qui contestent un ordre évident. Il faut être absolument malade pour croire qu'il y a un problème. Voilà. Tu as dû rencontrer des gens qui étaient à ce niveau-là. Moi, j'ai fait 30 ans dans l'industrie à essayer de parler de problèmes d'environnement. Et je peux te dire que bon, le message principal, c'est retourne te coucher. Deuxième niveau, c'est la conscience qu'il y a un problème fondamental. Un problème fondamental. Alors, tu choisis celui qui te plaît. La complexité technologique, l'énergie, la pollution, le climat, la démographie, l'état des océans, la dette financière mondiale, la baisse des rendements agricoles, l'accroissement des inégalités, les menaces sur l'espérance de vie, le besoin de développement de certains pays, etc. etc. J'en ai oublié au moins 3 fois ce qui est écrit. Et donc, tu es là en disant il faut résoudre ce problème. Ça, c'est le niveau 2. Et puis après, on a un niveau 3 en disant ah mince, en fait, il y a plusieurs problèmes. Reprendre dans la liste ceux qu'on préfère. Et puis après, il y a encore un autre niveau qui est ah mince, les problèmes sont liés entre eux et les causes de certains problèmes sont en fait les conséquences d'autres et vice-versa. Et tout ça, ça se mord un peu la queue dans un espèce de système interconnecté de problèmes. Et là, ça devient très compliqué de gérer ça. Et puis, on a le dernier niveau, qui est la situation est un système cohérent, c'est-à-dire que tout est lié et qu'on ne peut pas tirer une mystique d'un bout pour tout défaire. Il n'y a pas un nœud magique, le nœud gordien que tranchera Alexandre le conquérant d'un coup d'épée. Il y a un système, que ce système est dynamique. Donc, dynamique, c'est que là où on est aujourd'hui ne sera pas là où on sera demain. Le système ne nous attend pas, donc nos décisions ou nos indécisions ont des impacts, mais voilà, ça ne nous attend pas. Par exemple, le réchauffement climatique, on arrêterait les émissions de gaz à effet de serre maintenant, et ben, pendant 30 ans, le climat continue à se réchauffer parce qu'il y a une inertie fabuleuse. Donc, c'est dynamique sans nous. Ça nous échappe en tant qu'individu, ça nous échappe même en tant qu'organisation ou en tant que pays. Et je veux dire, même si les États-Unis, tout à coup, par magie, devenaient vertueux, il reste le monde. Et le monde, lui, ne le serait pas. Et alors, le problème, c'est qu'on ne peut pas réformer, on prend alors conscience qu'on ne peut pas réformer ce système
sans transformation essentielle, et sur le mot essentiel, je n'entends pas principal, mais j'entends vraiment dans l'essence des choses, qui sont peut-être insupportables à vivre, peut-être insupportables dans leurs conséquences matérielles, et qui sont peut-être même impossibles à mettre en œuvre, d'où l'idée d'un effondrement assez catastrophique dans certains imaginaires. En tout cas, il y a une incertitude sur la faisabilité de la transformation. Est-ce que tu peux me dire, toi, personnellement, à quel étage tu te trouves aujourd'hui, ou peut-être à quelle époque, tu peux mettre peut-être une année en fonction des échelons. Non, mais quand j'étais enfant, j'étais en sommeil profond. Mais enfin, ça, je pense que c'est normal. Après, conscience d'un problème fondamental, voilà. Je pense que déjà, avec cette histoire de la couche d'ozone, quand même. Mais voilà, après, j'ai toujours senti qu'il y avait un problème. Ça, la phase 2, je dirais, j'avais déjà, quand je me souviens de la maison où on habitait, j'étais déjà inquiète pour la couche d'ozone et j'ai vécu que jusqu'à 13 ans donc, dans cette maison. Après, on a déménagé, mais... conscience de nouveaux problèmes, bon, bah ça, on va dire que c'est quand j'ai commencé à approfondir le sujet. Donc, je sais pas, vers 2008, 2009, quand ils nous ont mis les quotas carbone, là. L'interconnexion entre les nombreux problèmes, voilà, ça s'est affiné, je dirais, dans les dernières années. Et par contre, ça, 4 et 5, c'était en même temps. Enfin, 5, moi, que ça englobait tous les aspects de la vie, je pense que ça, je l'avais déjà au niveau 2, dans le sens où mon père est médecin et que j'ai quand même eu toujours conscience qu'on dépendait entièrement du vivant et qu'à tout moment, on peut faire une crise cardiaque, à tout moment, il peut y avoir un virus comme le coronavirus. Bref, la vie, c'est un mince équilibre. Ça, je pense que je n'ai jamais été dans la toute-puissance occidentale, quoi. Voilà, surtout que c'était difficile pour mon père. Enfin, voilà. Mais moi, ce que j'aurais mis en 5, pardon, Paul Cherfouka, excusez-moi, cher monsieur, mais moi, tu vois, en fait, c'est un peu comme la théorie des cordes, ou le fait qu'il y ait une théorie du tout. Si tu veux, pendant longtemps, on a pensé qu'il y avait 4 grandes forces, la force faible, la force forte, la gravité et l'électromagnétisme. Bon. Et les gens, les scientifiques qui travaillaient sur ce sujet ont senti qu'il y avait certainement quelque chose de plus global qui dirigeait toutes les autres forces, en fait. Et moi, j'ai mis du temps à vraiment comprendre quelle était cette grande chose globale, même si, évidemment, c'est un sujet multifactoriel. Mais comme souvent, il y a un facteur qui est 80% des impacts, quoi. Enfin, voilà, qui est le truc principal. Et d'ailleurs, dont tout le reste sont des conséquences aussi. Et voilà, ça a pris du temps. Ça, voilà, c'est ça que j'ai eu plus récemment, on va dire. Plus récemment, j'ai compris que le changement climatique et la biodiversité, ce n'étaient pas 2 sujets séparés, mais on en parlera après de toute façon. Ok, bon, je pense qu'on est assez clair. Tu illustres quand même qu'il y a cette montée en prise de conscience. Et bah, si quelqu'un nous regarde, là, quand il nous regarde, on pense à la personne Oui. et qu'elle se pose la question de là où elle en est. Mais à mon avis, si elle nous regarde, c'est que déjà, elle est assez haut. Elle est bien avant. Alors, à un moment, tu as pris conscience de ta situation, que tu étais dans un système, que ce système, selon toi, ne t'amenait pas à l'endroit où tu souhaitais qu'on aille. Et tu m'as dit, le problème, c'est qu'il faut travailler pour consommer, ce qui engendre encore du travail et qu'il y a encore de la consommation. On connaît les écrits de Ellul et compagnie, c'est le productivisme, toutes ces questions-là. Est-ce que tu peux me parler de ça? Vu de la finance, moi, ça m'intéresse parce que dans la finance, pour moi, qui ne suis pas financier, moi, je viens de l'industrie, hein, donc c'est les machines, c'est les trucs qui écrasent les gens en morceaux, qui balancent de la pollution tout autour. Enfin bon, des trucs localisés mais assez intenses. Toi, tu viens d'un monde peut-être un peu plus conceptuel, avec des chiffres dans des cases. Enfin bon, comment tu as pris conscience de ça? Quelle est ta vision de ça aujourd'hui? Oui, alors ça, c'est le premier truc que j'ai démonté, le productivisme, parce que justement, j'étais dedans, je suis un enfant du productivisme, j'étais en ville, en plein dans le productivisme. Après, moi, je ne pense pas que la finance soit pire qu'autre chose. Il y a quelque chose qui m'agace, vraiment au pluriel, voilà, quelque chose au pluriel qui m'agace particulièrement. C'est sûr que les vendeurs d'eau minérale qui vendent de l'évian à l'autre bout de la planète, on va dire que ça m'agace tout particulièrement, vraiment, ces gens-là. Voilà, il y a quand même quelques personnes qui, je pense, sont assez mauvaises. Par exemple, les 2 dirigeants de Volkswagen, aujourd'hui, j'ai du mal à comprendre qu'ils ne soient pas en prison à vie.
Voilà, il y a quand même quelques personnes, on va dire, parce qu'ils ont menti complètement sur les émissions des voitures. Il y a eu le scandale Volkswagen. On continue à vendre ces TDI de merde, excusez-moi, aujourd'hui, qui sont en grande majorité responsables des morts liées à la pollution atmosphérique en Europe. C'est quand même gravissime, gravissime. Et ils ont menti à tout le monde sur les émissions de leurs voitures. Encore aujourd'hui, ils n'arrivent pas à lâcher leur foutu moteur TDI. Enfin, pour moi, c'est complètement incroyable. C'est des gens qui ont managé par la peur, ce qui a amené toute la chaîne de travail derrière à mentir sur les émissions parce qu'ils avaient peur de se faire virer s'ils ne répondaient pas aux desiderata impossibles des deux dirigeants de cette entreprise. Enfin, voilà, il y a quelques personnes identifiables qui ont gravement empiré la situation. Voilà. Malheureusement, dans l'ensemble, c'est l'évolution malencontreuse d'une civilisation sur des millénaires. Voilà. Bon. La finance, comme elle est transversale, je ne suis pas du tout subjective et je me cache certainement un peu derrière mon petit doigt. Mais pour moi, la finance, c'est plus un moyen qu'une fin en soi. Bien sûr, aujourd'hui, il y a une part de fin en soi. Quand un épargnant, il vient, il dit « j'ai 100 000 balles, je veux un rendement de minimum 10%, ça ne va pas. Ça, c'est clair que là, c'est une fin en soi et ça ne va pas. Mais la finance a aussi un très gros rôle d'intermédiation, finalement, et n'est qu'un moyen. Donc, voilà, je ne la pense pas plus responsable, clairement, que tous les autres. La financiarisation, elle s'est faite parce que le monde s'est complexifié. Et donc, comme le monde s'est complexifié, les risques se sont multipliés. Et à ce moment-là, on a créé plein de produits pour répondre à cette multiplication des risques, en fait. Ouais, non, la finance en soi, voilà, c'est pas pire qu'ailleurs. Mais par contre, j'ai bien compris qu'on était comme des hamsters dans une petite cage en train de pédaler, que tout le monde pédalait à produire. Pourquoi? On sait pas très bien, mais il faut produire, on produit. Très bien, ok. Pourquoi faire? Pour ensuite travailler et acheter. Bon, ça, finalement, après l'avoir bien travaillé, ce sujet, c'est ce qui a été mis en place après la Révolution. Il a fallu trouver un nouveau moyen d'organiser la société. Voilà, parce que c'était d'un seul coup, il n'y avait plus le clergé, le tiers-état et les serfs. Donc, tout le monde avait droit à la liberté. Et pour acquérir cette liberté, et on s'est dit, oh, on va travailler et tout. Et travailler, malheureusement, ça prend souvent la forme d'un asservissement de la nature, quoi, indirectement, au bout d'un moment. Et de quelques travailleurs, quand même. Hein. Pardon? Et de quelques travailleurs, hein, parce que le 19e siècle... Tout à fait. Mais ils sont contents généralement, c'est ça le pire. Mais on y reviendra après. Mais en tout cas, même quand on coupe, même quand on est coiffeur, qui a un métier de service et tout, il faut quand même un peu du matériel pour fabriquer des ciseaux. Hein. Voilà. Et donc, à un moment, tout ce délire, par exemple, quand les hommes politiques disent tous la valeur travail et tout, moi je suis là, mais qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je me demande toujours ce que ça veut dire. Pour moi, c'est de l'ordre du mystère total. La valeur travail. J'ai vachement de mal à comprendre le concept. De quoi parle-t-on exactement? C'est très vague. De toute façon, on ne leur demandera jamais de définir ce qu'est la valeur travail pour eux, quoi. Mais voilà, travailler, c'est bien, gagner de l'argent, c'est bien. Il ne faut pas vivre au crochet de la société. Alors, toute la société vit au crochet du futur parce qu'elle est massivement endettée. Enfin, bon, voilà, Donc, j'ai vite compris qu'il y avait une énorme part de tout ce truc-là qui était parfaitement inutile. Parfaitement inutile. Qui ne remplit pas les besoins primaires. Et comme j'aime bien la loi de Pareto quand même, je pense bien que 80% des gens aujourd'hui travaillent plus ou moins à alimenter le productivisme et que c'est un gros problème. Ils ne sont pas en train d'alimenter, entre guillemets, les besoins primaires. Et pire que ça, pour les besoins primaires, il n'y a plus personne. Que ce soit santé, éducation, recherche, agriculture, mais où sont les gens? Où sont les gens? Ils ne sont plus là dans les métiers de service. Au concours pour être professeur, il n'y a plus assez de candidats pour remplir les postes. Bien sûr, on va faire sauter le numerus clausus, c'est super, mais en vrai, il n'y a plus personne qui veut travailler en santé. Les gens, ils ne veulent plus travailler la nuit, ils ne veulent plus travailler le dimanche. Voilà, ils ne veulent plus. Moi, mon père était médecin, il y avait une urgence le dimanche, il y allait. Quoi. La question ne se posait même pas, en fait. Oui, mais en échange, il était reconnu comme étant une autorité locale, il avait un prestige, il avait des choses que peut-être aujourd'hui, quand on est traité comme un numéro sur un fichier Excel dans un hôpital public, peut-être que, bon, on ne retrouve pas le sens qu'avait ton père. Même dans le privé. Enfin, je veux dire, les dentistes, maintenant, moi j'ai des amis dentistes, travaillent 2 jours par semaine tellement ils gagnent d'argent. C'est complètement scandaleux. Il faut savoir que ce que rembourse la sécurité sociale, c'est le vrai coût qu'ils payent pour le matériel. Quoi. Donc là, quand même, il y a un problème. Les lunettes, c'est pareil. Enfin, je veux dire, bon,
Mais oui, oui, bien sûr. Après, pour le milieu hospitalier, c'est un cas à part et bien sûr qu'il y a une dévalorisation dans notre société de Oh, tous ces métiers-là. Ça, c'est clair. bon, alors, on a compris, tu rejettes le modèle, d'accord, mais pourquoi alors? Parce que c'est bien beau de sortir. Tu sors de notre société et du coup, qu'est-ce Alors, qui fait j'essaye. le... Oui, bien J'essaye, sûr. hein, parce que c'est facile à dire, moins facile à faire quand même, hein. Et si tu es malade, tu seras contente de trouver un médecin Voilà. et si tu as Mais une quand je carie, de parle trouver de un dentiste. On est productivisme, d'accord. je répète que je ne pense pas qu'il faille arrêter l'éducation, la santé, la sécurité, on va dire ce qui concerne en tout cas les besoins primaires. Hmm. Pardon. Mais ce qui concerne les besoins primaires, oui, voilà, il faut impérativement les conserver, ceux-là. Moi, je ne veux pas revenir à une espérance de vie médiévale. Sinon, en fait, c'est très subjectif, encore une fois, hein, mais j'ai 40 ans, donc je serais déjà morte. Théoriquement, ça ne m'arrange pas des masses. Euh, Statistiquement, tu n'as pas passé la naissance, hein, donc comme tout le monde. Hein. voilà. Donc, Donc, mais en fait, c'est ça, c'est que il faut qu'on garde certaines choses, il faut en supprimer d'autres. Voilà, et il faut en supprimer une majorité aujourd'hui parce que malheureusement, on a une majorité de bullshit aujourd'hui dans la civilisation occidentale. Voilà, c'est tout aussi bête que ça. Mais c'est pas binaire, c'est pas on va revenir au Moyen-Âge ou bien on continue dans le progressisme. On peut trouver des justes milieux, je pense. Ça, c'est difficile pour l'occidental moyen, mais pourtant, ça doit être faisable. ça va être compliqué d'aller au Moyen Âge puisque les océans sont vides, enfin ils ne sont pas tout à fait vides, ils ont plein de plastique, que la biodiversité a disparu. Enfin bon, on va avoir du mal. Les ressources qu'avaient les gens au Moyen Âge ne sont plus tellement là. Oui, Donc, après, il faut se méfier, parce que par chance, ma maman est une grande spécialiste du Moyen-Âge, et le maximum de déforestation en France, c'est le XIIe siècle. mhm. En fait, au Et puis après, on a Moyen-Âge, eu après, on a eu la peste noire. bah oui, c'est complètement lié à l'érosion de la biodiversité de cette période, qui a jamais été aussi violente. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'entre-temps, on a découvert les produits chimiques. Mais il ne faut pas s'imaginer qu'au Moyen-Âge, ils vivaient en accord avec le vivant, hein. Ça, c'est vraiment pas vrai non plus, quoi. On est d'accord. Et Donc je on a pense un que dans le savoir collège, ça doit être supplémentaire bien au montré, Moyen ça. Âge, des conditions matérielles qui ont changé. Ce qui m'amène à l'idée, on avait discuté, la vie est dynamique. Par contre, Oui. nos représentations mentales, elles sont figées. Hein. On se lève le matin déjà en ayant des représentations de ce qu'on va être notre journée. Ça marche la plupart du temps, mais des fois, c'est complètement différent. Euh, tu me disais que pour toi, une partie du problème venait de là aussi, de notre façon Bien sûr. d'envisager le monde. Alors, bah, moi, je l'analyse quand même découlant de la civilisation judéo-chrétienne, où il y a les tables de la loi et le monde est gravé dans le marbre et ne change jamais. Et en fait, bah, ça, c'est complètement terrible parce que malheureusement, c'est pas du tout comme ça. Ou heureusement d'ailleurs, parce que c'est quand même aussi vachement plus intéressant. Le monde n'est pas comme ça. Le monde est vivant, il est donc dynamique et par nature, il évolue. Les espèces apparaissent et disparaissent. Et c'est tout à fait normal. La Terre, elle a 4,5 milliards d'années. On ne donne pas de perspective. On est complètement. Quand on veut dire qu'on parle des temps anciens, c'est qu'on parle des Grecs ou des Romains. Waouh! Incroyable, il y a 2000 ans. Enfin, au secours. Ouais, Pour moi, ouais, c'est complètement et terrible. l'histoire a 3000 ans, Voilà, l'agriculture 10 000, exactement. l'espèce humaine à peu près 7 millions d'années, tout ça sur 4 milliards, c'est Ça, un cheveu qui flotte sur la soupe. Quoi, hein. on est dans un corner, on est dans un tout petit bout de lorgnette, c'est incroyable, quoi. Et puis Mais alors géographiquement, si on regarde la Terre vue d'une autre galaxie, bon, voilà. on est vraiment Donc, c'est peanuts, on est vraiment d'accord. assez ridicule. Mais en fait, le vivant, c'est un équilibre dynamique. Ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête. Il y a cette notion d'équilibre, mais l'équilibre, il n'est pas figé. Ça veut dire qu'il y a un équilibre dans ce qui est vivant, qu'on n'est pas en train de vivre une extinction. Mais ça ne veut pas dire que c'est ad vitam aeternam les mêmes espèces qui ne bougent pas. Pas du tout. Il y a quand même la sélection naturelle, c'est tout le temps. Et donc, il y a tout le temps des espèces qui apparaissent et qui disparaissent. Et donc, voilà, le vivant est dynamique parce que un peu dans ce truc de l'environnement, c'est oh là là, il y a tout ce truc de retour en arrière et de figer. Oh, il faudrait que plus rien ne bouge. Ah, on conserve tout. Nos forêts, il faut surtout pas qu'elles brûlent. Ah, manque de peau, en fait, si elles brûlent, c'est un terreau fertile pour un nouveau biotope. Il y a même des espèces d'arbres qui ne se reproduisent que grâce aux incendies. Voilà, Mm. on a diminué par 100 le nombre d'incendies en Occident sur un siècle, oui, en un siècle et demi, c'est ça. Et ça, c'est dramatique pour la biodiversité en réalité. Je vis dans la forêt, je suis la première à dire qu'il faudrait laisser les incendies, mais que si ça brûlait autour de moi, certainement que je ne dirais pas ça. C'est ça tout le paradoxe, évidemment. Mais le fait d'accepter que le vivant est un équilibre dynamique et qu'il évolue,
ça permet de se sentir mieux. Parce que être tout contrit et on ne bouge plus et il faut qu'on n'ait aucun impact et machin, c'est pas possible, on le sait bien, on le sent au fond de nos entrailles. Même nous, on vit et on meurt, même nous, on évolue. Enfin, ce n'est pas possible d'être complètement figé. Et ça, c'est une contrainte, une charge mentale qui est complètement hallucinante. Moi, une fois que j'ai compris que le vivant était dynamique, je sais, on respire. Oui, c'est vrai que les espèces apparaissent et disparaissent. En revanche, ce qui est mauvais, c'est que l'humanité est en train d'emmener avec elle tout le vivant sur Terre. Alors, peut-être pas les virus, les bactéries, les prokaryotes, mais enfin, pour tout ce qui est un peu plus gros, malheureusement, on est quand même en train de tout emporter. Donc ça pose quand même une question d'éthique et l'homme est doué d'une conscience et donc a une notion de ce qu'est l'éthique et donc je pense que c'est important de vivre en accord avec ses valeurs. Les espèces disparaissent, il y a cet équilibre dynamique. Nous, on a rompu finalement cet équilibre dynamique. Donc, on est en train on a complètement explosé ce cycle naturel de disparition des espèces. Ça, c'est anormal. Alors, ça, c'est intéressant. C'est une sorte d'explication un peu physico-philosophique des flux et de retenir les flux et de détourner les flux à notre profit qui fait, en fait, détruisent cet équilibre homéostatique. Moi, j'ai une théorie aussi qui est rigolote, c'est on est un agent de l'univers et la destinée de l'univers, c'est de dissiper son énergie potentielle. Et un jour, il y a un de nos ancêtres, un peu plus astucieux, je ne vais pas dire intelligent, mais un peu plus astucieux que les autres, à qui le feu a fait de l'œil et qui a été maîtrisé par le feu, et non pas l'inverse. Et ça a modelé, tu vois, cette capacité à harnacher l'énergie, à modeler, nous a rendu de plus en plus efficaces, de plus en plus efficients, a accru notre empreinte. Et aujourd'hui, nous ne faisons qu'accomplir cette mission de l'univers qui est de dissiper les énergies potentielles, c'est-à-dire les énergies fossiles qui ont été accumulées au Carbonifère, lorsqu'entre autres, la nature n'avait pas inventé les champignons pour manger les arbres et que ça a donné, entre autres, du charbon. Et du coup, de nous voir comme une sorte d'agent physique qui se croit conscient, mais qui est complètement inconscient de son rôle, de son espèce de méta-rôle, moi, ça me soulage quelque part de me dire, OK, je peux pardonner à cette espèce qui se prétend intelligente. Alors, j'ai du mal à pardonner à des gens qui se prétendent intelligents et qui ne sont même pas assez intelligents pour avoir lu des gens comme Spinoza et comprendre que peut-être ils ne contrôlent rien du tout. Mais tu vois, ça me soulage de ma responsabilité, de ma culpabilité, on va dire, sans me soulager de ma responsabilité, parce qu'on est d'accord, si on a un minimum de conscience, on doit quand même se poser des questions. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, tout à fait. Moi, je pense que, en fait, l'un n'empêche pas l'autre. On est à la fois un petit animal dans l'univers, tout ce que tu viens de dire, et on a à la fois une conscience et on peut aussi vivre de façon éthique et en accord avec ses valeurs. En fait, l'un n'empêche pas l'autre. Et en fonction du niveau de désarroi dans lequel on se trouve, piochons ce qui nous permet de nous sentir mieux. Moi, je recommande aux gens de faire de la paléontologie pour cette raison, de s'intéresser à l'histoire de la Terre, à l'histoire du vivant, de mettre un peu de perspective là-dedans. Et je pense qu'ils se sentiront mieux. Moi, je me sens beaucoup mieux depuis que j'ai bien étudié les extinctions des espèces, que j'ai bien en tête que la Terre a 4,5 milliards d'années, etc. Enfin, c'est hyper important de prendre du recul. Oui, et de parfois se positionner dans l'univers. Après, ça peut donner le tournis aussi à d'autres profils psychologiques. Donc, voilà, il faut faire attention quand même. Donc aujourd'hui, tu te placerais plutôt dans l'idée de sauver je ne sais quoi ou déjà d'être bien avec toi-même et de te sauver toi quelque part ? Non, moi, j'ai toujours été plus ou moins bien avec moi-même. C'est très paradoxal, mais tout le monde est paradoxal, je crois. Mais ça va. Moi, ça va, je suis hyper résiliente. Voilà, j'ai vécu des choses assez difficiles dans mon enfance. J'ai ce naturel un peu résilient des femmes, je crois aussi. Je dis pas ça du tout pour être désagréable avec les hommes. Mais voilà, j'avance. Quand je me pose trop de questions, je me dis, il va planter des carottes, ça ira mieux. Et voilà, j'essaye de me mettre dans l'action quand j'ai le tournis, quoi. Je suis d'accord que quand tu as mal une fois tous les 28 jours, tu considères l'univers d'une autre façon que... Et tu sais que ça va revenir dans 28 jours. À mon avis, ça te façonne l'esprit différemment. Je suis assez d'accord. Tu es plus humble et plus connecté au vivant. Il y a des choses qui te dépassent, quoi. Ça, tu l'apprends très jeune. C'est très important. Bon, alors, tu es anti-progrès ? Non. Pas du tout. Tu ne crois pas que le progrès est une bonne chose ? Ou qu'est-ce qu'on va trier, qu'est-ce qu'on va garder ? Comment tu vois l'impact du progrès, l'utilité du progrès, alors matériel,
On a Alors, parlé d'en savoir plus, etc. Comment... bah oui, c'est ça. En fait, c'est la question des usages. Pour moi, c'est exactement comme pour l'énergie. La question, pour moi, c'est moins comment on produit l'énergie que qu'est-ce qu'on en fait, clairement. Malheureusement, c'est pas ça qu'on se demande. Non, mais le progrès, alors non, c'est un peu ce que j'ai évoqué avant. Je ne suis pas anti-progrès parce que je n'ai pas envie que l'espérance de vie revienne à 35 ans dans des conditions terribles. Euh, mais je ne pense pas que des aspirateurs robots ou des tondeuses robots, ce soit important à notre existence. Je pense même que ça la détruit en réalité. Il y a aussi la simplification qui est liée aux sociétés portées par l'énergie et aux sociétés techniques. En fait, aujourd'hui, on se prend pour des génies parce qu'on bénéficie de l'intelligence accumulée de l'humanité depuis donc plusieurs millions d'années, comme on disait juste avant. Par exemple, pour arriver à un vélo, il n'y a pas un monsieur qui a inventé le vélo. C'est une succession d'incrémentations sur des dizaines de milliers, voire des millions d'années, je pense, pour aboutir à ça. Et nous, on bénéficie finalement de toute cette intelligence. Avant, l'intelligence, finalement, elle se stocke. Ce n'est pas juste un flux. Et alors, on a l'impression d'être hyper intelligent, surtout qu'on a passé beaucoup de temps à décrire nos ancêtres comme de sombres abrutis, ce qui nous met encore plus en valeur. Mais en fait, malheureusement, je ne pense pas qu'on soit si intelligent. Je pense qu'aujourd'hui, on est hyper spécialisé, c'est le problème des sociétés techniques, que les gens, en fait, ils savent faire très peu de choses. Alors, ils le font très bien, hein, oui, ça certes, mais très peu de choses. Et finalement, on a tout simplifié dans notre société. On a simplifié l'agriculture, incroyablement. Comme on a essayé de simplifier le vivant à l'extrême, aujourd'hui, on le paye très cher et on va le payer encore très cher pour très longtemps. Mais, et si on donc, pouvait réduire la biodiversité au bœuf, au mouton, au lapin, à la poule, je crois qu'il y a des gens qui appellent notre époque l'âge de l'os de poulet, hein, parce que c'est ce que oui. se retrouvera partout. Et puis quelques vagues animaux domestiques en secondaire. Tout le reste, on peut balancer ça à la poubelle, ça ne sert à rien. Bon. Oui. Et puis, on s'est aussi beaucoup simplifié la vie plus récemment avec le numérique. Et je pense malheureusement que ça ne nous rend pas intelligents du tout. Parce que ça empêche toute réflexion profonde. La temporalité du numérique, c'est l'instantanéité. Donc, il n'y a plus de cheminement mental. Avant, pour trouver la réponse à une question, il fallait chercher assez longtemps. Il fallait même se déplacer généralement, chose incroyable, mais il fallait se rendre à la bibliothèque ou se rendre dans divers endroits. Et ce cheminement mental, en fait, était hyper important parce que c'est ça, pour moi, réfléchir, c'est créer des liens, c'est cheminer. Moi, pour me rendre compte que c'était l'agriculture 90% du problème, j'ai fait un long cheminement. Ça ne m'est pas, je ne suis pas sortie de la cuisse de Jupiter, ça ne m'est pas tombé dessus un matin comme ça. On pourrait t'objecter qu'avant, les gens n'ayant pas un accès facile à la connaissance, par exemple, ne faisaient pas ce cheminement. Ils restaient dans leur masure avec leurs problèmes et ils vivaient avec. Et que maintenant, c'est une chance d'avoir accès à toute cette connaissance. Tu vois, on pourrait avoir cet argument-là. Plus. Alors, ouais, mais en fait, pareil, c'est paradoxal et c'est compliqué parce qu'on fait des amalgames. La réflexion, pour moi, elle s'approcherait plus du bon sens paysan. La culture s'approcherait plus d'avoir une grande quantité d'informations. Voilà. Mais l'un marche avec l'autre. Bien sûr que plus on est cultivé, plus on est capable de faire des liens. C'est une évidence. Donc, évidemment, les deux sont interdépendants, sont liés, et c'est souvent difficile d'ailleurs de les démêler. Mais voilà, il y a deux choses qui sont quand même différentes. Je pense que le bon sens paysan se perd aujourd'hui. Moi, quand je vois tout le monde à la radio, sur Internet, bref, partout, oh là là, la canicule, il fait chaud, on va mourir de chaud, nous les hommes. Si jamais l'air devient humide, oulala, on va mourir. Mais enfin, ça peut pas être désagréable, hein. Enfin, ça, c'est ça du problème. Le vrai problème, c'est que tout le vivant est en train de crever autour de nous, que toute la forêt est en train de partir, que faire pousser de la nourriture dans ces conditions, ça va être absolument impossible. Et moi, je rêve que l'air soit humide. J'en rêve parce que nous, on a des canicules avec des airs peu humides. C'est pour ça que toute la forêt est en train de mourir. Parce que les plantes, elles sont capables d'absorber l'humidité dans l'air. Que les hommes meurent quand il y a 80% d'humidité et je ne sais pas quelle température, c'est bien triste. C'est bien triste. Mais au moins, il restera du vivant pour se faire à manger. Parce que là, en fait, le vrai problème donc de chaleur, des canicules, que sais-je encore, ou de la sécheresse, c'est bien qu'on va crever de faim. On va crever de faim. Et dans pas longtemps, là, quand je vois
Moi, toute la nuit, cette nuit, il faisait 22 degrés. Je suis à 520 mètres d'altitude. On est le 19 mai. Il y a 4 jours, c'était la fin des Saintes Glaces. Dans le Morvan, il y a encore quelques années, il gelait vraiment à cette période. Moi, cette nuit, je suis sortie sur ma terrasse à 4 heures du mat'. Il faisait plus chaud dehors que dedans. Et je me suis dit, ça me rappelle la Thaïlande. La Thaïlande, quand même. Enfin, c'est vraiment l'apocalypse. Et là, on a chaud, machin, mais au secours. Enfin, je me fous que les gens aient chaud. Je ne veux pas être désagréable, hein, mais c'est vraiment un nano-problème comparé à ce qui est en train de se passer avec la chaleur, là. Parce que des gens en meurent instantanément, c'est très, très triste pour eux. Mais quand il n'y aura plus de vivants, il n'y aura plus d'humains. Pour toujours. Pas un humain qui n'aura pas eu l'intelligence d'aller se mettre à l'ombre ou même l'éducation donc il n'y aura pas pensé. Mais voilà, dans la façon dont on analyse les problèmes, c'est dramatique. C'est jamais le journaliste dit « Mon Dieu, il fait chaud, on va crever de faim ». Alors apparemment, ça commence, on m'a dit. Ça commence. Il paraît qu'au journal de 13 heures, quand même, Evelyne Delia a dit « Ouh là là, quand même, ouh là là ». Attention, c'est pas grand ciel bleu, il fait beau. C'est un tout petit peu évolué. Mais d'ailleurs, même quand on dit, souvent, quand ils parlent d'agriculture, ils disent que les agriculteurs vont souffrir. Et dans ma tête, je dis, oui, mais on va tous manquer de nourriture. Ce n'est pas juste le revenu des agriculteurs. Enfin, au secours. Encore une fois, il y a un manque de profondeur. C'est des petits silos, quoi. Tout le monde est dans sa petite case et puis rien n'est lié, quoi. Mais si l'agriculteur, il ne gagne plus un radis, c'est certainement quand même qu'il y a un petit problème de rendement et que donc, vous et moi, on va avoir des petits problèmes pour s'alimenter parce qu'avant qu'il n'y ait plus de bouffe, le prix de la nourriture va littéralement exploser. Et c'est ce qu'on est en train de vivre actuellement. Parce que là, la sécheresse, elle est partout dans le monde. Là, c'est plus que El Niño, la Niña, je ne sais pas quoi, dans des petits coins séparés. Là, c'est partout, 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 de façon vraiment jamais vue. Jamais vu. Donc là, c'est maintenant, on y est aux portes. Moi, je pense que déjà, juste la crise en Ukraine allait créer une crise alimentaire sous, je ne sais pas, 18 mois, quelque chose comme ça. Là, on rajoute toutes les sécheresses partout dans le monde. Là, la crise alimentaire en France, et je ne pense pas prendre beaucoup de risques de dire ça, dans 2 ou 3 ans, elle est là, clairement. Et on voit déjà des trous dans les rayons, alors que quand toi et moi, on était petits, il n'y avait pas des trous dans les rayons. Maintenant, il y avait moins de rayons, mais il n'y avait pas de trous dans les rayons. Certes, voilà. Mais on sent que maintenant, on est en flux tendu sur tout le temps. Surtout tout le temps. Il y a des pénuries de tout. C'est absolument incroyable. Et encore, ce n'est pas hyper visible, quoi. Mais là, il y a des pénuries de vélos, de ciment, je ne sais même plus de quoi. Là, oui, le système a des petits hoquets, mais ça va revenir. C'est ce qu'on nous dit depuis le début de la pandémie. Ça fait déjà moi, je sens que ça ne va pas revenir parce que pour la sécheresse, par exemple, le problème de circuit microélectronique qu'il y a eu à Taipei il y a 2 ans et dont on subit encore toujours les conséquences. J'imagine que chez Renault, ils produisent toujours 10 fois moins de voitures qu'avant. Je ne suis pas allée voir, mais c'était lié à la sécheresse. Et là, la sécheresse, ce n'est pas que la nourriture, c'est tout. C'est pour tout qu'il faut de l'eau pour faire. Tout a besoin d'eau, tout. L'intégralité de tout a besoin d'eau pour être fabriquée. Voilà, c'est la seule chose qui n'a pas besoin d'eau pour être fabriquée, c'est l'eau elle-même. Donc là, à un moment, la sécheresse, ça va avoir des impacts. C'est fractal, ça va avoir des impacts à tous les niveaux. Donc, ça explique complètement ta démarche d'aller vers l'agriculture et de devenir une sorte de néo-rural qui retourne à la terre, je dirais, dans une sorte d'anti-exode par rapport à ce qu'ont fait nos grands-parents et nos parents. Tu peux m'expliquer l'agriculture, ce que ça représente pour toi? On a compris, hein, se nourrir, c'est fondamental. Je ne peux pas m'opposer à cette idée. Hein. C'est pas que ça. C'est ce que je disais au début, c'est qu'on parlait d'énergie, l'énergie fossile, machin. Et au fin fond de moi, je me disais, oui, bon, ok, très bien, mais c'est pas tout quand même. Enfin, je me disais, j'avais pas eu d'épiphanie, quoi. Et pourtant, je sentais bien qu'il y avait plein d'autres sujets. Et je me disais, c'était flou, quoi. Tout le puzzle était un peu là, mais dans le flou. Et puis, au bout d'un moment, j'ai réalisé que la première anthropisation, ce qui a vraiment tout changé, c'était l'agriculture. Et je me suis dit, d'accord, donc en fait, l'agriculture, ça a 12 000 ans. L'anthropisation, du coup, elle a commencé il y a 12 000 ans. Et donc, en fait, le problème est certainement beaucoup plus profond que 150 ans d'énergie fossile. Donc. Ça se discute, hein, parce que quand les humains sont arrivés dans des zones où ils n'avaient pas grandi, par exemple les Amériques, concomitamment à leur arrivée, on a vu disparaître, alors qu'ils n'étaient pas encore agriculteurs, on a vu disparaître les grands mammifères. Tu vois, donc, peut-être même qu'on avait des impacts avant, quoi. Bien sûr. Alors, je simplifie mortellement. Ne m'en voulez pas.
Voilà. Oui, oui, bah, Alors, malheureusement, quand mais on on doit aller, on est, pas de simplifie problème, on et maîtrise on maintenant. fait des erreurs. L'agriculture est un processus Non, mais il y a ça parce bien que, connu, bien maîtrisé. On connaît quels entrants il faut mettre. On oui, a des mais batteries de machines qui attends. vont développer tout ça et c'est bon. Quel est le problème? Attends, parce que tu sais, il y a le climat, mais il y a aussi tous les problèmes. Il y a la biodiversité, la sixième extinction de masse, l'effondrement des rendements agricoles, l'épuisement de la ressource en eau, l'épuisement des océans. Euh, J'oublie, mais voilà, il y en a d'autres. Et en plus, il y a le changement climatique. On appelle ça les 7 grandes plaies environnementales. Et donc, j'ai commencé à me dire, mais qu'est-ce qui a un impact énorme dans tout ça, là, la déforestation, l'effondrement des ressources, etc., tout ce que je viens de citer avant, bah, c'est l'agriculture à chaque fois, en fait. Agriculture, 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 agriculture. Bon, voilà. Et en même temps, j'ai commencé à me dire, bah oui, mais c'est logique, c'est la première grande anthropisation. Et dis donc, est-ce que même d'ailleurs, ce ne serait pas juste en ayant déforesté pour faire de l'agriculture et commencé à labourer pour faire de l'agriculture qu'on n'aurait pas déjà à ce moment-là modifié le climat? Parce que Il y a des c'est quand chercheurs même... qui nous disent que l'Holocène, hein, donc l'époque dont on vient de sortir en ayant tellement d'impact, n'existerait que parce qu'on a mis en place l'agriculture, que justement on a favorisé un réchauffement doux, ce qui nous a permis de lutter contre les premiers effets d'un retour à une ère glaciaire, qui aurait été normalement été le destin naturel, géologique de la planète. Voilà. Et donc, en compensant ce refroidissement par une activité agricole, on a fait une ère à peu près stable. Enfin, une ère à peu près stable, les historiens nous disent aussi que quand le climat déconne un tout petit peu, ça nous donne la fin de l'Empire romain, ça nous donne la Révolution française, ça nous donne des événements qui, humainement, Oui, ne sont pas anodins. mais il est quand même stable autour de 15 degrés. Bon, en fait, donc D'accord. j'ai commencé à penser ça toute seule. Et là, c'est pareil, j'ai eu toute une période de flottement parce que avant de venir de trouver des scientifiques qui viennent confirmer ce que je ressentais, ça m'a pris du temps. Mais j'ai découvert Marc-André Sellos, qui est un spécialiste des sols et des champignons et des connexions mycorhiziennes, qui est chercheur au MNH, au Muséum d'histoire naturelle, comme d'habitude. D'ailleurs, si vous voulez faire de l'environnement et avoir les meilleurs, je vous recommande vivement d'aller faire un petit tour sur le site du Muséum d'histoire naturelle, c'est fantastique. Mais tout ça pour dire que Marc-André Sellos, à un moment, il parle de justement Rudy Mann, qui est un paléontologue américain, qui est spécialiste des changements d'air géologiques. Et lui, sa thèse, c'est que effectivement, c'est l'agriculture qui nous a fait entrer dans l'Holocène et que l'agriculture a stabilisé le climat pendant 10 000 ans. Simplement parce qu'en fait, ça modifie la quantité enfin, ça modifie le système des pluies. Quand vous coupez une forêt, vous modifiez le système des pluies, vous modifiez la quantité de vapeur d'eau dans l'atmosphère, et ça suffit en fait à modifier le climat. Après, certainement évidemment que, pardon, pas certainement, le CO2 joue aussi un grand rôle, au même titre que le méthane, mais c'est pas le seul. Le rôle de l'agriculture, en fait, il est fractal. Il est sur la biodiversité, et c'est parce qu'on a détruit la biodiversité qu'on a déstabilisé le système Terre et qu'on a certainement enclenché déjà à l'époque un changement au niveau du climat. En tout cas, on a modifié le climat. Après, dans quelle proportion, etc., j'en ai fiche trop aucune idée, c'est pas mon métier. Mais voilà. Et puis alors, donc, ce qui est gênant, c'est qu'en fait, dans le groupe 1 du GIEC, eh ben, il n'y a pas de biologiste, botaniste, spécialiste des sols, tout ça là. Il n'y a pas. Et en fait, on a siloté, encore une fois, euh, on a siloté le problème alors que tout est lié. Quand vous déforestez un bout de forêt, eh bien, il n'y a plus de vapeur d'eau à cet endroit-là, ça déclenche plus les pluies, le sol se réchauffe, etc. Enfin, et en fait, pour beaucoup de microbiologistes, de botanistes et de biologistes, cette histoire du fait que c'est l'agriculture qui a suffi à déstabiliser le système Terre et donc le climat, c'est clair et évident. Ça, c'est incroyable. Moi, et d'ailleurs, bah, tiens, hier, il y a eu Emma Aziza, qui est une hydrologue, qui est passée sur Thinkerview. Elle en est aussi intimement convaincue. Ça m'a fait incroyablement du bien aux oreilles d'entendre ça. Pour moi, en fait, c'est logique. Il n'y a même pas besoin d'être un grand scientifique et de faire des études de polytechnicien. Enfin, je veux dire, on sait bien qu'un arbre capture du CO2, le couper, c'est donc une modification. En couper beaucoup, c'est donc une grosse modification. Et donc, voilà, en fait, ça m'a paru tellement logique et naturel. Qu'est-ce qui aménage le territoire? C'est l'agriculture. Enfin, je veux dire, Donc, l'agriculture est au centre de tout. il faut jeter les rapports du GIEC, tu penses? Non, mais par exemple, la façon dont les questions sont posées,
me perturbe. Déjà, je ne suis pas sûre qu'on pose forcément les bonnes questions parce que justement, cette question-là, elle n'est jamais évoquée. Qu'on présente les sols sur lesquels on fait l'agriculture comme un émetteur net de carbone parce que dans le rapport du GIEC, on présente un delta d'une année, enfin c'est d'une année sur l'autre, non, c'est de 3 ans en 3 ans, l'évolution des différents contributeurs aux émissions de gaz à effet de serre. Et donc, en fait, il n'y a jamais de stock qui est montré. Donc, on ne montre jamais que le plus grand puits de carbone à notre disposition, c'est les sols. Parce que les océans, on va avoir du mal à modifier nos pratiques pour modifier le climat des océans. Par contre, on sait aujourd'hui que l'agriculture modifie les sols et modifie donc l'érosion, modifie le taux de carbone, modifie donc la quantité de vapeur d'eau et de CO2 qui sont tous les deux des gaz à effet de serre puissants et de méthane pour la riziculture. Voilà, donc, attends, excuse-moi, j'ai oublié. Oui, non, donc voilà, on ne jette pas les rapports du GIEC, mais je pense qu'encore une fois, c'est une espèce de vision occidentale, industrielle, techno, qui manque malheureusement de profondeur, de philosophie, d'histoire, de vivant, de biologie, de tout le reste. C'est une approche en silo, comme tout ce qu'on fait dans nos paradigmes d'aujourd'hui. On est incapable d'avoir une vision systémique parce qu'on travaille en silo. Il faut savoir que le GIEC a grand mérite de pouvoir dire quelque chose parce que ça a été créé sous le contrôle de Ronald Reagan et de Margaret Thatcher parce que l'ONU proposait de faire une agence du climat, comme il y a la FAO ou l'OMS, etc. Et ça leur a fait très très peur. Il faut savoir que les industries pétrolières étaient parfaitement au courant à l'époque que le pétrole amenait au réchauffement climatique, on le sait depuis, c'est passé, et que David Rockefeller a longtemps été ministre des Finances aux États-Unis, et que tout ça est lié, quoi. Donc, je ne pense pas que, sans accuser d'un complot complètement conscient, je ne pense pas qu'ils étaient tout à fait blanc-blanc dans l'affaire. Oui, Et l'idée, c'était de mettre des économistes, de ne pas en faire une agence indépendante. Il y a des économistes. Oui. Et d'en faire une agence sous contrôle, enfin un système sous contrôle qui permettrait de diluer de façon à continuer à pouvoir faire du business. Voilà. Donc il y a grand mérite déjà de ce que fait le GIEC, à mon avis. Oui, mais il y a quelque chose que j'aimerais dire, c'est que dans la continuité de cette vision judéo-chrétienne, dès que quelqu'un, on aime bien un peu les gourous, c'est-à-dire que c'est le GIEC, c'est la Bible. Oh mon Dieu, c'est tout ce qu'ils disent est sainte parole et vérité totale et absolue. Et si on se permet de dire que c'est que on est des fous, des climato-sceptiques, ça c'est un peu terrible. Il va falloir arrêter d'avoir des gourous, de prendre les choses pour argent comptant. Je dis des bêtises, tout le monde dit des bêtises et personne n'est parfait. Donc à un moment, il faudrait un peu avoir de l'esprit critique, surtout pas que sur ce qui vient valider ce qu'on a envie d'entendre en fait. Je suis pas sûr que beaucoup de gens aient envie d'entendre que le climat se réchauffe, par contre. Tu vois. Non, mais ce truc de la décarbonation, c'est bien facile. Ça veut dire qu'on va juste décarboner et on ne change rien pour tout le reste. C'est super. Ouais. C'était le grand reproche qu'on faisait au rapport Meadows, le rapport au Club de Rome, c'est que lui, il avait une approche systémique et que le climat n'était même pas abordé, mais n'était qu'assimilé à la production de déchets, qui avait un impact négatif sur tout le système en venant saboter les progrès que faisait le système. Ok, donc tu deviens agricultrice, tu vas avoir ton tracteur, des milliers de kilomètres à faire en tracteur pour labourer, retourner, épandre. Je ne sais pas, je ne pense pas. Comment tu vas vivre alors? Tu sais que le revenu moyen d'un agriculteur, c'est 500 €. Oui, alors, attends. Un qui se pend toutes les semaines ou tous les jours, enfin, c'est absolument effroyable. Oui, et que seuls les gros touchent les bénéfices de la PAC. Non, mais attention, hein, parce que à la FNSEA, là, ils sont très très forts pour l'image d'Épinal et venir pleurer à la télé quand ils ont besoin d'obtenir quelque chose. Hein. Attention, les amis, attention, parce que moi aussi, au début, j'étais dans cette incroyable image d'Épinal. De l'agriculteur. Bon, et puis tous les éleveurs autour de moi, ils ont je sais pas combien de voitures, ils partent en vacances et tout, ils ont des grosses baraques. Je me dis, bah, dis donc, on est un peu loin du paysan là, qui mange un vieux quignon de pain et qui sort jamais de sa ferme. Donc, bon, déjà, voilà, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a des gens qui vivent très bien. Heureusement, aujourd'hui, une majorité d'agriculteurs vit très bien. C'est bien pour ça que c'est pas la révolution, parce que si les agriculteurs vivaient très mal, ils feraient tous faillite et on crèverait de faim.
C'est pour ça qu'il y a des aides et des perfusions pour tout le monde. Donc, on va dire que tous les grands céréaliers et les grands éleveurs vivent très bien. Le salaire moyen, il est bien au-dessus de ce que je gagnais à la Société Générale. Mais il y a aussi beaucoup de gens très pauvres en agriculture, ça c'est vrai, notamment les maraîchers, les arboriculteurs, les paysans, les vrais paysans. Un paysan, c'est quelqu'un qui d'abord vise à une agriculture vivrière. Donc, c'est une agriculture qui va lui permettre de vivre lui et ses proches, et ensuite va capitaliser sur quelque chose qu'il sait bien faire pour pouvoir acheter ce qui lui manque dans son agriculture vivrière. Voilà, ou même des outils, enfin bon, d'autres choses que ce qu'il fait pour se nourrir. Donc voilà, les gens qui ont des exploitations de petite taille, qui ne font pas de l'élevage ou des grandes céréales, aujourd'hui vivent assez mal. Ça, c'est vrai. Le maraîchage est même carrément pas rentable. Au-delà d'être incroyablement difficile physiquement et mentalement, ça n'est pas rentable. Il faudrait que les gens payent leurs fruits et légumes, laisse-moi réfléchir une seconde, 3 ou 4 fois plus cher minimum. Et là, je parle d'avoir un SMIC sans vacances et tout. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est vrai. Voilà. Il y a une partie, mais vous ne les verrez jamais parce que la FNSEA, quand ils couinent à la télé, c'est pour défendre les éleveurs et les grands céréaliers. Hein. Ce n'est pas pour défendre les arboriculteurs ou les maraîchers en bio du coin, quoi. Il n'y a qu'à voir le salaire dont sont payés leurs dirigeants. C'est pas un salaire c'est pas au SMIC qui sont payés. Hein. Vous pouvez chercher un salaire moyen d'un éleveur, vous allez voir, vous allez pas en revenir. Mais donc, voilà. Alors, est-ce que je vais faire de l'agriculture? En tout cas, déjà, je fais du maraîchage chez moi. C'est ma 3e année. Je m'attelle. Alors, je ne fais pas des trucs gigantesques, mais aujourd'hui, je suis capable de savoir quand je vois une graine ce que c'est. Je suis capable de reconnaître un bébé plante. Je sais faire du terreau. Enfin, j'ai quand même appris voilà, énormément de choses. Je saurais à peu près me débrouiller s'il fallait. Maintenant, j'ai que 2 bras et il y a beaucoup de choses à faire. Surtout que nous, on doit tout remettre en place. C'est-à-dire qu'on a abandonné les vergers depuis 70 ans dans notre pays. On a démantelé les fermes. Bref, il faut tout remettre en place, ces systèmes de récupération d'eau, refaire des vergers, remettre en place un terreau. Un bon terreau, ça ne se fait pas comme ça en un claquement de doigts, ça se fait en plusieurs années. Un verger, c'est pareil, il faut 15 ans pour faire un verger. Enfin, voilà, donc tout ça, c'est assez problématique aujourd'hui. Ça fait que d'un seul coup, on a une énorme charge de travail, plus le fait qu'on n'a pas appris jeune. Avant, les gamins, ils apprenaient à la ferme, ils faisaient des semis, ils avaient 4 ans, ils ne savaient pas lire et écrire, mais enfin, ils savaient faire des semis, reconnaître le blé de l'orge, etc. quoi. Donc là, nous, d'un seul coup, il faut tout réapprendre. Or, c'est très compliqué le vivant. C'est incroyablement compliqué. C'est bien pour ça qu'on a tout simplifié comme des fous en agriculture, parce que c'est... Ah là là, la botanique, comment marche la microfaune, tout ça, les sols, les champignons, bref, oulala, c'est très très compliqué. Alors aujourd'hui, on a de la chance parce qu'il y a de la recherche. Les 10 dernières années, on a fait des pas de géant dans la recherche sur les sols notamment et les arbres. Et donc les écosystèmes, mais ça fait du coup une grande quantité d'informations à apprendre, et puis ça, c'est pas du tout encore enseigné dans les lycées agricoles, hein, donc voilà, c'est beaucoup de travail à faire tout seul. Donc, moi, je fais cette formation parce que j'avais envie d'apprendre énormément de choses sur la biologie, la botanique. Oui, j'aimerais bien aider dans l'agriculture parce qu'on va être dans une merde phénoménale et désolée, je suis vulgaire, mais c'est rien comparé à ce qu'on va vivre. Parce que même s'il n'y avait pas tous les problèmes de biodiversité et du climat, dans 5 à 8 ans, la moitié des agriculteurs sont en retraite. Donc, même sans tous les autres problèmes, on a un énorme problème. Bon, et après, on a plein d'autres problèmes. On a l'appauvrissement de la biodiversité, l'appauvrissement des semences, du matériel génétique des semences, parce que tout le monde sème les mêmes semences partout dans le monde, qu'il y a des maladies, que le changement climatique va accentuer tous ces problèmes, qu'on continue d'effacer la biodiversité, de réduire la richesse de cette biodiversité. Enfin, voilà, malheureusement, tout converge sur le fait qu'on va avoir faim, quoi. Donc, j'ai une question à te poser là tout de suite. Tu te mets agricultrice, tu sais que le réchauffement climatique arrive, tu sais que tout va être bouleversé, tu sais que si on faisait pousser du maïs, tu n'auras peut-être pas l'eau pour le faire pousser, qu'il faudra planter autre chose. Donc non seulement tu acquiers un savoir qui risque d'être rapidement obsolète en fait. Comment tu t'organises face à ça? Parce que tu ne peux pas plaider l'ignorance là. Oui et non, parce que justement, en découvrant, en faisant de l'agriculture et en prenant conscience que le vivant est dynamique, en fait, tu contrôles rien. C'est aussi pour ça que c'est très dur l'agriculture, au-delà des quantités d'informations énormes, du côté que c'est physique et tout. Mais tu ne contrôles pas la météo. On ne contrôle pas la météo. Donc, on ne sait jamais
ce qui va se passer demain. On ne sait jamais, du coup, quelle disposition on doit prendre. Est-ce que cette année, je fais mes cucurbitacées sur bâche parce qu'il va pleuvoir comme il a plu toute l'année 2021 et donc ça ne va rien donner? Ou bien je les laisse dans l'herbe parce que ça va être la sécheresse ultime et que tout va cramer si je mets sur bâche? Et ça, alors non seulement le vivant est aléatoire. Pourquoi quand on va semer 3 graines, il y en a un grand, un moyen, un petit? Ah, ça, mon vieux, c'est comme avec les êtres humains. Il y a des forts, il y a des faibles et ça, c'est imprévisible. Ensuite, la météo est imprévisible. Ouais, le climat va se dégrader, mais de toute façon, la météo est imprévisible. Et donc, en agriculture, comme en vivant, exactement comme en médecine, parfois il y a des patients qui sont en rémission de cancer, d'autres pas. Pourquoi? Ça, pour l'instant, on ne sait pas trop bien. Et il y a certainement des milliers, peut-être même des millions de facteurs en réalité qui expliquent ça. Du coup, en fait, on est tout le temps dans le flou. Tout le temps. Et ça, c'est très dur. Ça, on ne se rend pas compte. Moi, avant, je travaillais dans la finance. C'est génial, la finance. On compte des trucs. On compte les bouteilles, on compte les actions. On compte. Ça, c'est facile. D'accord? Savoir pourquoi une tomate sort ou sort pas, ça, mon vieux, on n'a aucune… C'est justement ça dont je voulais te parler. Est-ce que, moi, à mon avis, on a voulu s'éloigner du capital naturel qui était plein de contraintes, plein d'imprévisibilité et qui était assez chiant à vivre, en fait. Tu ne sais pas de quoi tu vas mourir demain, quoi, en fait. Et donc, on a créé un monde de plus en plus artificialisé, de plus en plus sous notre contrôle. Oui. Je dirais que le stade ultime, c'est la finance, parce que là, on est vraiment dans le concept pur, on manie des chiffres qu'on ne peut pas toucher. Je veux dire, vraiment des concepts tout à fait abstraits. Mais très facile, c'est très facile. Mais quelque part, avec plusieurs couches de confort pour nous éloigner du réel. Parce que l'ordinateur, ce n'est pas le financier qui l'a fabriqué, il a été fabriqué par une industrie. Cette industrie a été alimentée par une énergie primaire et par des matériaux primaires. Et là, déjà, on commence à être dans des choses beaucoup plus rudes. Et puis, ces gens-là ont été nourris par une agriculture où là, les impondérables sont constants. Donc, en fait, toute l'humanité et toute sa tentative, c'est de s'éloigner de cette nature et ce capital naturel qui est imprévisible et incontrôlable pour aller dans du capital artificiel. Alors, on voit bien qu'en soi, c'est problématique parce que plus il y a de l'artificiel, moins il y a de naturel. Plus comme les cycles ne sont pas fermés, plus on fabrique du déchet. Donc, quelque part, on vit à crédit d'un truc qui s'incrémente et qui va nous tomber sur la figure, un de ces quatre. Mais en plus, on en a un petit peu évoqué ça, on fabrique une complexité, une complication. Ce monde artificiel n'est pas tellement souhaitable, en fait. Tu m'avais pas l'air très heureuse d'être à Bruxelles au niveau du sens. Non. Et puis, on ne sait plus faire des trucs hyper simples, quoi. On ne sait même pas se nourrir. Qui aujourd'hui sait se nourrir? On s'en fout. On s'en fout, il y a le supermarché. Voilà. Aujourd'hui, à Paris, je fais tac, tac, tac sur mon téléphone et il y a un mec qui sonne à ma… Et il me ramène le plat que je veux de n'importe quelle recette du monde. Mais moi, quand j'ai pris conscience que je ne savais absolument pas me nourrir, j'étais incapable de faire la différence entre une graine de tomate et une graine de poireau, ou même plein d'autres trucs. Mais ça, je sais. Je me suis dit, c'est quand même grave. C'est même hyper grave. Moi, je sais hyper bien bricoler. Toute ma vie, j'ai essayé de faire les trucs moi-même, de me coiffer moi-même, de me faire les ongles moi-même quand je me faisais les ongles. Et pourtant, j'habitais en Asie, j'aurais pu 1000 fois aller me faire des manucures. Machin. Mais j'avais un peu ce truc de l'autonomie. Quand j'ai dit à certains amis que j'allais essayer de faire une maison autonome d'alimentation, ils m'ont dit, s'il y a bien une personne que je voyais faire ça, c'est toi. Et donc, quand j'ai pris conscience que mais on ne savait pas du tout se nourrir. Mais en fait, j'étais comme un petit lapin en cage sous perfusion. Je me suis dit, non, mais ça, c'est grave quand même, c'est pas possible. Tout le monde devrait un peu savoir se nourrir. Merde, ça va pas du tout. Il y a une déconnexion aujourd'hui qui est totalement malsaine, mais c'est exactement ce que tu disais avant. On a dans cette idée de s'absoudre des contraintes incontrôlables, en fait, on a été tellement loin dans le truc qu'on ne sait même plus se nourrir, quoi. Et ça, c'est complètement fou. Et même les agriculteurs. Une écrasante partie des agriculteurs aujourd'hui est incapable de se nourrir. Et ça, en fait, c'est quand même incroyable, c'est hyper flippant. On a tellement simplifié, toujours dans cette idée de la société technique, etc., que, quand je disais on ne sait plus rien faire, pour moi, ça en fait partie. Ce n'est pas normal, en fait. Ce n'est pas normal. Ça nous amène au dernier sujet qu'on voulait aborder, de la responsabilité individuelle contre la responsabilité collective, puisque on voit bien là que collectivement, on est victime d'un mouvement et je ne suis pas sûr qu'il y ait une seule personne qui ait décidé quoi que ce soit. Bon, il y a des gens plus responsables que d'autres. On a cité Rockefeller. Monsieur Ford a quand même bien organisé notre société. Mais
On pourrait se dire, si ça n'avait pas été lui, ça aurait été un autre. Ouais. En fait, ce sont que des agents de transformation. Toi, tu dis, je prends mon destin en main, j'envoie tout balader dans les choses de ce que je ne crois pas et j'essaye d'avoir mon destin individuel. Mais si tu as une rage de dents, tu iras quand même voir un dentiste. Donc tu ne t'abstreins pas de la collectivité. Tu gères ça comment? Tu vois, pour l'auditeur qui passe, tu lui dis lâche tout, prends tes choses en main ou... Ouais. Alors pour l'instant, le message, c'est lâche tout, pars, apprends à te nourrir parce que c'est la base. Et j'ai envie de dire, quand le problème, ce sera que les villes seront vidées, je changerai de message. Mais on n'en est pas du tout là. Donc pour l'instant, mon message, c'est aux gens qui travaillent dans le productivisme, je leur dis qu'il faut démissionner, il faut déménager et se reconnecter au vivant. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, il faut quand même conserver un minimum d'infrastructures pour vivre bien et même des choses idiotes, mais enfin la sécurité entre nous parce que j'ai pas envie de me faire tuer par mon voisin parce que ça l'a pris un matin qu'il avait ras le bol de voir ma tête et qui m'a zigouillé. Ou Ça que toi, serait tu as réussi tes problématique. navets et que lui, il les a ratés. Bah oui, ça c'est chiant, exactement. Putain, l'année dernière, j'avais des tomates, j'étais bien la seule à des kilomètres à la ronde. Euh, et je sentais le plus grand mépris slash jalousie effectivement de l'agriculteur du coin qui, lui, n'avait pas eu une tomate. Mais ouais, voilà. Donc, il va falloir... En fait, moi, pour l'instant, voilà, moi, je m'adapte à ce qui se passe. Et donc, tant qu'on n'aura pas largement décru dans les villes, mon message sera parté. Et puis, quand le problème, ce sera que les villes seront vides, je leur dirai, bon, maintenant, on va garder un minimum d'infrastructures. Moi, dans le monde idéal qui n'arrivera pas, mais si j'avais ma petite planète dont j'étais le dictateur, ce qu'on ferait, On va c'est parler de que Sim. Hein. Sim Earth, tu es la joueuse qui peut contrôler Sim Earth. Ça nous évitera et d'être des dictateurs. voilà, alors je contrôle et donc je dis aux gens, eh bien moi je pense que vous allez diviser par 4 la quantité de votre travail, que vous allez travailler allez, 5 à 10 ans en fonction des gens. Après vos études, vous allez travailler dans une des 5 ou 10 grandes fonctions régaliennes qui subviennent aux besoins primaires, dont la sécurité, la santé, la recherche, l'éducation, bref, tout ce qu'on a dit avant. Et puis, une fois que vous avez fini ça, vous allez aller travailler à votre autonomie alimentaire. Et voilà, ça, ce serait absolument génial et merveilleux. Moi, je pense que c'est possible. Je pense qu'on pourrait très bien dire qu'on soit on travaille un jour par semaine ou on travaille 5 à 10 ans au début de notre vie. Et puis, le reste du temps, on travaille à sa propre autonomie. De toute façon, ce sera toujours une autonomie relative. Donc, il y aura bien une partie qui sera collective. Bon, et il y a dans l'organisation de la société, mais il y a aussi le rapport entre les gens qui peut être collectif. On troque avec ses voisins les légumes qu'on a ratés cette année et on lui donne ceux qu'on a trop bien réussi parce qu'on en a trop. Bon, ça existe. Simplement, en ville, personne ne fait de légumes, donc personne n'a rien à échanger. Tout passe par l'argent. Donc voilà, mais dans les régions rurales, ça s'est beaucoup conservé. Même plus fort que ça, dans l'agriculture, il y a le barème de l'entraide qui est hérité du Moyen-Âge, qui existe toujours. Voilà. Et donc, quand c'est le moment de faire les foins, tous les agriculteurs vont les uns chez les autres s'entraider. Et avant, c'était tout le village qui s'arrêtait pour aider celui qui avait les céréales pour faire les foins. Donc, en fait, moi, ce que je pense, c'est que moi, j'aime bien cette idée de balayer devant sa porte. C'est pour ça que je suis venue là aussi. C'est que moi, je ne pouvais pas donner des leçons aux gens alors que je vis exactement comme Europe Écologie Les Verts, c'est-à-dire une grosse bobo dans le 19e. Ça va pas, ça. Il y a une dissonance cognitive qui est hyper forte. Et donc, moi, je pense qu'il faut d'abord vivre aligné avec ses idées et ses valeurs avant de prôner ces mêmes idées et ces mêmes valeurs. Il faut être cohérent. Et donc, il faut balayer devant sa porte. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a d'abord une responsabilité individuelle. Mais ça ne veut pas dire que je ne crois pas qu'il y ait une responsabilité collective. Je crois qu'une fois qu'on a fait sa propre transition au niveau individuel, il faut absolument s'atteler à cette transition collective. Et donc, ça veut dire essayer d'agir à tous les niveaux possibles et imaginables de la collectivité donc, et de la Comcom à la présidence. Quoi. Et il y a plein d'échelons entre, et il y a plein de choses à faire entre. Et c'est pour ça que moi, je suis dans cette assemblée citoyenne, c'est pour ça que je bataille sur LinkedIn, et c'est pour ça que certainement, à un moment ou à un autre, j'aurai un engagement politique, parce que maintenant, je me sens légitime.
Et bien sûr que tout le monde ne fera pas son cheminement individuel, donc raison de plus pour aussi avoir un engagement collectif. Mais j'ai aussi conscience que il est très tard. Moi, je pense que la crise alimentaire, elle est à nos portes. Que du coup, changer le monde vers un idéal, blablabli, blablablou, je sais pas quoi. Je pense que les problèmes sont déjà tellement avancés qu'on va faire que gérer l'urgence. Voilà, donc j'ai aussi conscience que au niveau collectif, ça va être beaucoup plus difficile finalement que de faire changer les gens à l'échelle individuelle, quoi. Parce Parce qu'il faut qu'on emmener pourrait, le système. on pourrait se dire, gentil Hélène, mais tu me proposes quoi là? Que je lâche tout mon confort de citadin pour aller à la campagne, faire de la culture vivrière dont tu m'as dit que c'était quand même hyper Ce qui dur est et pas dur, c'est rentable. maraîcher. Non, c'est dur. Ce qui est dur, c'est maraîcher. Parce que maraîcher, il faut produire pour beaucoup, beaucoup d'autres gens. C'est pas de la culture vivrière. Voilà, pardon. D'accord. Vivrière, ça va encore. Et que ensuite, derrière, j'ai une société qui n'est pas alignée sur moi, donc je vais galérer contre tout le monde. Et si j'attendais que le train démarre avec tout le monde à bord? Bon, on a vu qu'il ne démarrerait pas le train, que les agriculteurs repartiraient en retraite, ils ne seraient pas remplacés, que leur savoir-faire partirait, que leurs terres, on ne sait pas trop comment elles seront cultivées, si elles ne sont pas rachetées par des grandes coopératives parce qu'elles sont dans des plaines bien alignées. Bon. Et en face, on a toujours le réchauffement climatique qui va nous rendre les règles du jeu de plus en plus compliquées. Oui, mais là, en ville, pourquoi le faire? Pourquoi le faire? Parce qu'en ville, tout le monde va être rationné. Enfin, là, par exemple, le premier exportateur de pommes de terre, c'est le Canada, qui a eu des inondations absolument apocalyptiques, si bien qu'au Japon, il n'y avait plus de pommes de terre. Ils ont rationné toutes les pommes de terre. Par exemple, là, aux États-Unis, je viens de voir que, en fait, ils étaient en pénurie de lait pour bébé depuis le mois de février, que du coup, Joe Biden vient de réquisitionner le lait en disant au laitier, maintenant, vous faites plus que vous voulez du lait. Le lait, c'est pour faire de la poudre pour bébé. Et même, il en a réquisitionné dans d'autres pays. Donc ça, j'ai trouvé ça carrément flippant, par contre. Je me suis dit, bon sang, il arrive à réquisitionner dans d'autres pays le lait, quoi. Ça c'était quand même... Je me merde, à quand nous, quoi, tu vois, pourquoi pas réquisitionner le lait français pendant qu'on y est. Enfin, voilà. Donc tout ça pour dire que là, il y a déjà des pénuries sur tout. Il suffit d'aller dans un magasin de bricolage ou chez Decathlon pour s'en rendre compte que du coup, tout va être rationné. C'est une évidence. Enfin, et puis même, tant mieux, l'État français va rationner. Enfin, si par exemple, en 2017, la Bretagne a fait être à court d'eau potable. Il restait 10 jours d'eau potable quand il s'est remis à pleuvoir. Et donc, la Bretagne a frôlé de très, très près la catastrophe. Mais je n'ai pas de doute sur le fait que s'il y a des régions entières où il n'y a plus d'eau potable, l'État va confiner tout le monde et il va administrer l'eau. Il va dire, bon, j'en prends là-bas, il y en a trop, et puis j'en donne aux Bretons parce qu'ils n'en ont pas. Mais moins, du coup, vous aurez d'autonomie, plus vous allez subir, et subir violemment, parce que la classe moyenne, pour moi, c'est la classe d'extrêmement pauvres de la ville de demain. Et il n'y aura que les ultra riches en ville qui se barreront, parce que tout le monde va vouloir se barrer. Déjà, ce sera un four. Tout va être rationné. Il va y avoir, je ne sais pas, s'il n'y a pas les militaires partout, il y aura de la violence partout, exactement comme à Rio. À Rio, il y a les deux. Il y a des militaires partout et de la violence partout. Et ouais, Rio, pour moi, c'est un exemple de ce qui nous attend. Et encore, je pense que malheureusement, je passe ma vie à revoir les choses que j'imaginais et les échéances, parce que tout va beaucoup plus vite à chaque fois que ce que j'ai pu imaginer, quoi. Donc, ouais, les gens, ils ne se rendent pas compte. Donc, Ils ont des enfants aujourd'hui, leur responsabilité, c'est de partir. En fait, c'est criminel pour moi de rester aujourd'hui en ville, sachant qu'ils se voilent la face, mais qu'en fait, en ville, ils sont en train de tout détruire. Ils se voilent complètement la face. J'annonce, c'est pas une grande nouvelle de dire qu'il faut retourner à la campagne pour avoir une vie simple et réduire son impact. Quand même, il faut pas exagérer. ça dépend comment tu vis à la ville et dans quelle ville et dans quelles conditions. Moi, je viens du 93. Je ne pense pas qu'on ait le même impact que dans d'autres arrondissements de Que dans le Paris. 92, on est d'accord. Voilà. On est d'accord. Et c'est dans les villes que la responsabilité collective s'exerce. On voit bien là que tu ne peux pas avoir de salut individuel s'il n'y a pas un contexte collectif qui est favorable. Quand bien même on deviendrait une nation de permaculture vivrière heureuse, tant qu'il y a une nation avec des missiles et des chars qui vient en disant je ne vous envoie pas mes missiles, mais en échange, vous m'envoyez vos navets. Tu vois, la question politique, elle est là.
tu m'as parlé des ultra riches qui vont se barrer. Eux, ils vont acheter des terres et puis après, ils seront très contents d'avoir des ouvriers permaculteurs sur leurs terres. Tu vois ce que je veux dire? Non, je ne crois pas du tout, moi, à ça. Non, mais Parce qu'en fait, c'est des parce que, possibilités. Il faut faire du politique. ouais, non. Moi, je pense que au début, il va se produire ce que j'ai dit. C'est-à-dire que les riches vont être avantagés. Mais rapidement, ça ne va plus être le cas. Moi, ma grand-mère est décédée il n'y a pas longtemps, mais j'ai eu la chance de l'avoir très longtemps. Elle est morte à 94 ans. Et elle faisait partie des riches du coin. Parce qu'en fait, mon arrière-grand-père avait la carrière. Bon, ça paraît pas dingue aujourd'hui, mais à l'époque, avoir la carrière de pierre, c'était quelque chose. Et donc, c'était un peu les riches du coin. Ah, bah, quand donc mon arrière-grand-père a été déporté, du coup, ils étaient un peu tout seuls à la maison et mon arrière-grand-mère était un peu irresponsable. Oui, épouse d'hommes riches, à part dépenser du fric, elle avait des boniches, donc voilà. Et là, d'un seul coup, plus de boniches, plus de mari, et puis bah, tiens, les agriculteurs et tout le monde dans le village s'est vengé parce qu'ils étaient jaloux. Et là, tu peux avoir tout le fric que tu veux. Celui qui a le pouvoir, c'est celui qui a les oignons. Hein. C'est pas celui qui a l'argent, quoi. Et ça, au bout d'un moment, bon, comme il y avait 4 enfants et qu'ils étaient sacrément maigrichons, au bout d'un moment, on leur a donné de la nourriture. Mais pendant longtemps, les autres se sont vengés. Et ça, il faut se méfier. Il ne faut pas croire que demain, ce qui va compter, au début, ce sera l'argent, quand il y aura encore un peu des matières premières à partager. Au bout d'un moment, l'argent, on ne va pas le bouffer. Et quand on aura vraiment faim et soif, ce qui comptera, c'est d'avoir de l'eau et à manger avant même d'avoir de l'argent. Non, Ça, mais c'est aussi parce que... si j'ai du pouvoir, je prends des gros bras, je casse quelques dents et je l'ai à boire et à manger. Les phénomènes de domination au cours de l'histoire moi, je humaine pense ont que c'est pas si existé. simple que ça. Ouais, non, mais moi, ça, je pense vraiment que c'est pas si simple que ça, parce que déjà, il faudrait pour ça connaître toute la France, qu'on a du mal à s'imaginer aller dans des zones qu'on connaît pas, donc les gens vont pas être si mobiles que ça. Moi, je pense qu'ils vont être confinés, qu'on va être confinés tout le temps, comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'un prémisse, le coronavirus. Mais je pense que ça va pas du tout être si simple que ça. Je pense vraiment que plus on aura d'autonomie, plus on pourra s'absoudre de toutes sortes de problèmes et de velléités diverses et variées. Et qu'encore une fois, l'argent aura ses limites. C'est aussi un peu ça que, par exemple, dans les raisonnements de Pablo Servigne, qui est très bien par ailleurs, hein, mais le raisonnement de dire oui, un baril coûte tant, donc à partir de tel machin, on arrête parce que c'est plus rentable, ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. L'énergie fait tourner le monde. Donc aujourd'hui, il y a 10% du PIB mondial qui fait tourner les 90% restants. Que les 10% soient ultra déficitaires jusqu'à ce que mort s'en suive, on s'en fout, puisque ce qui compte, c'est d'être excédentaire au global. C'est exactement comme ça dans une entreprise. Vous prenez Sony. Sony gagne de l'argent sur rien. On dépense un argent fou dans des brevets. Par contre, le seul truc sur lequel ils gagnent de l'argent, c'est la PlayStation. Et la PlayStation, c'est 80% des revenus de Sony qui permettent à toute la boîte de vivre. Et en fait, c'est comme ça partout. Dans toutes les entreprises, dans tous les États, dans toutes les sociétés, il y a des activités structurellement déficitaires et des activités structurellement excédentaires qui vivent sur le dos des activités déficitaires. Donc, en fait, le pétrole, on l'extraira jusqu'au bout. Il y a des comme on gens va plus avoir d'eau avant, il y a des ça va gens qui s'arrêter font avant. remarquer que la dette mondiale qui a décollé dans les années 70, concomitamment aux premières crises pétrolières, et que leur théorie, c'est que la dette n'existe que pour financer l'activité pétrolière qui nous permet de faire tourner tout le reste, et que tout ça est ventilé dans tous les comptes de toute l'économie mondiale, mais qu'en fait, on paye à crédit, enfin, on subventionne l'extraction de Ouais, pétrole. après la dette, c'est fongible. Enfin, tout est fongible. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Fongible, c'est le caractère de l'argent. C'est le fait que tu peux rien vraiment attribuer à un truc. Enfin, par exemple, si tu as Oui, mais dépensé plus d'argent que la ton salaire quantité de sur un mois, pétrole, tu peux dire que la c'est à quantité cause. de pétrole, ça, c'est une matérialité, tu vois. Et on a Oui, besoin de cette certes. quantité de Mais je sais pétrole. Et qu'on a donc, on aussi. cache le manque de pétrole dans Ah, des trucs oui, oui. qui, eux, Ah, sont après, fongibles. la dette, elle est aussi proportionnelle à la guerre. Et d'ailleurs, pour moi, si. En fait, la dette aujourd'hui financière, c'est exactement la même que la dette écologique. On la sépare, mais c'est parce qu'on injecte comme des gros malades mentaux plein d'argent dans le système qu'on est en train de tout défoncer. Si on n'avait pas autant d'argent à disposition, on ne serait pas du tout dans le grand effacement qui est en cours, en fait. Pour moi, les deux sont totalement intimement liés.
Mais voilà, au bout d'un moment, l'argent aura ses limites. Pendant la guerre, on l'a bien vu dans les campagnes. Ceux qui étaient dans les campagnes étaient quand même beaucoup mieux qu'en ville. Après, ça n'a pas empêché la Gestapo de venir tuer tout le monde aussi dans les campagnes. Mais quand même, sur l'entièreté de la guerre, si on regarde, voilà, c'était quand même moins difficile à la campagne qu'en ville. En plus, on risque un peu moins de se prendre une bombe sur la tronche quand on est au fin fond de la Creuse que quand on est à Paris 10e, quoi. Donc, mais il y avait encore des chevaux, il n'y avait pas de réchauffement climatique. oh, mais là, la quantité de problèmes est tellement incroyable. Enfin, pour moi, il n'y a aucun doute sur le fait qu'on va vers un crash. Alors après, c'est pas le crash à l'américaine, comme dans le livre de Pablo, d'un seul coup du jour au lendemain, paf. Non, c'est une grande descente, bien douloureuse, bien, bien désagréable. Parce qu'au final, ce serait génial, parce que ça, c'est un peu Don't Look Up. Mais moi, je trouverais ça génial. Si vraiment c'était une météorite et un effondrement soudain, en vrai, ce serait top, quoi. Ce serait un mauvais moment à passer, beaucoup de morts, des guerres, un changement d'ordre mondial, tout ça. Mais pouf, après, au moins, on repartira rapidement sur autre chose. Malheureusement, moi, j'ai bien peur il y a pire que la mort, il y a la longue agonie avant de mourir. Mais voilà, exactement, exactement, c'est ça. Bon. Et malheureusement, là, j'ai un peu peur qu'on se dirige vers ça. Après, on manque tellement d'eau, et ça, je ne l'avais pas anticipé à ce point, personne ne l'avait anticipé à ce point, hein. Que plus le temps passe, plus je me dis que c'est possible qu'on ait un effondrement peut-être assez brutal grâce à l'eau. Pour moi, il n'y a que l'eau qui pourrait nous faire… à cause de l'eau, plutôt. Ouais, pardon. Oui. À cause Ça rappelle René Dumont et son verre d'eau, hein, encore une fois. Ah bah, je n'étais pas née, moi, comme le poisson. Ouais, bah ouais. Moi, j'avais 6 ans, ça m'a marqué, ça. Donc, et il disait quoi, donc? À un moment, il est venu avec un verre d'eau, il a dit, voilà la richesse de demain qui va nous manquer, c'est l'eau, parce qu'on fait n'importe quoi avec. Bah oui. Voilà. Et C'était là, un agronome, mais il avait tout compris. Hein. Là, il n'y en a plus, il n'y en a plus. Mais même, par exemple, déjà en 2017, c'est grosse sécheresse, 2017 ou 2016, le Rhin a été à sec sur je ne sais pas combien de kilomètres, si bien que le charbon qui arrive par bateau sur le Rhin ne pouvait plus arriver aux centrales à charbon allemandes. Et en fait, l'eau, c'est tellement énorme, l'eau, qu'on n'arrive pas à se rendre compte à quel point c'est systémique. C'est 1 milliard de fois plus systémique que les énergies, par exemple. On a du mal à s'en rendre compte, quoi. Mais voilà, l'eau, pour moi, peut potentiellement être le déclencheur d'effondrements très brutaux. Moi, déjà, de toute façon, à l'échelle des extinctions et du vivant et de la planète, on est dans un effondrement extrêmement brutal. À l'échelle de l'humain, on le ressent moins, mais voilà. À l'échelle géologique, c'est évident, on est d'accord. Exactement. Donc, tout est possible parce que moi, il y a 5 ans, sur LinkedIn, quand je disais qu'on allait manquer d'eau en France, j'avais tous les hydrologues de France et de Navarre qui me tombaient sur la tronche en me disant « Oh, n'importe quoi, blablabla ». Bon, maintenant, plus personne ne moufte quand je mets un truc là-dessus. Et même moi, dans mes pires cauchemars, je n'aurais pas imaginé qu'on manque d'eau à ce point. Je regarde dehors parce que je regarde les arbres. Mais c'est complètement dingue. En 5 ans, la météo a totalement changé, quoi. Totalement changé. Et le terme normal saisonnière ne veut absolument plus rien dire. Bien sûr, on a soit c'est la canicule, soit il fait froid. Donc, c'est clair. Bon, on va conclure parce que ça fait 1h25 qu'on parle. Pardon. Oui. Non, pas de pardon, c'était intéressant. Qu'est-ce qu'on doit te souhaiter? Qu'il pleuve. Non, mais c'est vrai, c'est en tête. On se souhaite tous qu'il pleuve. Souhaitons qu'il pleuve. Moi, quand je vois les gens, ah, c'est trop bien, il fait beau. Non, c'est pas trop bien, les amis. C'est une catastrophe. Donc, souhaitons qu'il pleuve, qu'il fasse très moche dans notre pays. Ça me ferait hyper plaisir. Qu'est-ce que sinon, moi, qu'est-ce qu'on pourrait me souhaiter? De continuer à changer la trajectoire individuelle des gens, parce que voilà, ça sur LinkedIn, je le fais beaucoup, j'ai un vrai impact, j'ai beaucoup de gens au téléphone qui m'appellent, me demandent comment j'ai fait, parce que comme ils sont dans des trucs de chef de projet, ils pensent que j'ai suivi une procédure pour changer de vie, donc voilà, donc j'essaie de faire sauter leur barrière mentale, parce qu'ils sont tous persuadés qu'il faut de l'argent pour partir et toutes ces bêtises qui sont complètement fausses. Donc, en ça, j'ai un vrai impact. J'ai beaucoup plus d'impact aujourd'hui en bataillant sur LinkedIn et en ouvrant les portes dans la tête des gens, parce que j'ai plein de gens qui m'envoient aussi juste des messages pour me dire merci, vous avez changé ma vision du monde et ma vision des problèmes, et donc, et du coup, ils se mettent en mouvement. Donc, voilà. Ça, j'espère continuer parce que je pense que je suis vraiment utile à plein de gens. Pour moi, c'est une grande satisfaction parce que je me dis aussi que plus on est nombreux
avoir changé de vie, moins les chocs vont être difficiles à encaisser. C'est bon pour tout le monde, en fait, cette résilience individuelle. Voilà. Et puis après, soit je crée une chaîne YouTube, soit je fais de la politique. Mais voilà, ce qu'on peut me souhaiter, c'est d'essayer de réussir à une échelle plus collective, en fait. Mais je sais Peut-être que ça plus va être YouTube, difficile. tu feras peut-être qu'une école locale. Je ferai une école locale chez Ouais, moi. s'il n'y a plus YouTube. Tout le monde m'en parle. Ouais, bah oui, c'est vrai, je pourrais. Mais moi, j'ai pas envie de faire payer des gens là pour des formations à la permaculture. Je trouve ça un peu dégueulasse, quoi. Mais c'est comme sur LinkedIn, je conseille tout le monde gratuitement. Je suis ravie de le faire. Moi, j'essaye d'avoir le moins d'argent possible parce que je me dis que plus j'ai de l'argent, plus je pollue. C'est difficile, mais et que j'en ai quand même un peu besoin à certains moments, quoi, par exemple pour changer les pneus de ma voiture. Oui, c'est chiant. Je ne suis pas Yves Cochet, je ne suis pas encore à cheval, mais bon, peut-être que Tout le ça monde n'a peut-être pas les viendra. moyens de se payer la surface qu'il a à sa disposition parce que tout le monde n'a pas été député, etc. Mais bon, c'est un autre sujet. Ok, écoute Hélène, merci de cet entretien. Bah non, merci à toi, Laurent, c'était très sympa. J'espère que ça aurait été utile à nos C'est aux autres d'en juger, je téléspectateurs, je dirais. sais pas Hein. comment on dit, nos YouTube spectateurs. Ouais, enfin, ceux qui regarderont ça. Et puis, moi, je te souhaite bon succès et je vais te faire les vœux des anciens, bonne santé, parce que ça, tu contrôles pas et c'est essentiel. La pluie, Oui, bon appétit, parce que ça veut dire que tu as quelque chose dans ton assiette. On te souhaite bon appétit, on ne sait plus pourquoi, mais il y a une époque, ça voulait dire c'est quelque chose. vrai. Et puis, bonne Tout à continuation. On fait. reste en contact et on va voir ce que donne tout ça. Mais oui, je te remercie beaucoup. On va vivre une On se tient époque au courant. intéressante, on va dire, une époque qui est relatée dans les livres d'histoire. C'est sûr, c'est sûr. Voilà. Bon. Mais c'est un tournant, c'est en ça que c'est intéressant. Mais voilà, il faut prendre du recul, il faut faire de la paléontologie. Mais en tout cas, merci beaucoup, Laurent, et puis à bientôt. À bientôt. Merci Hélène. Au revoir. Merci.